Pas de questions, Mouloud? Non, c'est bon. Non, moi je suis prêt, C'est bien, je tranquille. t'entends bien en plus. Ok. Cool. De mon côté, c'est bon. Ok, je fais juste un dernier check-up. Bienvenue dans le Zikwa Show. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Zikwa. Pour ceux qui me connaissent, merci de continuer à me suivre, de me faire des retours. Ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je suis content parce que je reçois Mouloudji. C'est ça, hein, Mouloudji. C'est ça, hein. c'est Tu ça. préfères Mouloudji ou Mouloud Mouloudji, c'est mon nom ouais. d'artiste Ton et nom d'artiste, Mouloud, ouais. c'est mon prénom. D'accord, ok, bon, parfait. Comment tu vas, Mouloud? Bah écoute, je vais bien. Ouais. Je vais bien et toi? Bah, ça va pas bof parce que je me suis pris l'averse là. Ah bah moi je l'ai évité, je me suis mis sous un porche en attendant de Ouais, tu venir dans le m'as envoyé un studio. Voilà, vocal. c'est ça. Tu m'as C'est ça. dit Je quoi? passe souvent entre les gouttes, hein. Ça va. Bon, ça va pour moi, j'étais trempé et tout, mais bon, c'est pas très très grave. Déjà, dans un premier temps, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait super plaisir. Et je sais plus si je te l'avais dit, mais ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on m'a parlé de toi et que j'ai commencé à écouter tes chansons. Et en plus, je me souviens très exactement où j'étais, dans quel mood D'accord, j'étais ouais. quand j'ai commencé à t'écouter et tout. Et très vite, alors c'était un long trajet et très vite, je me suis fait presque pas mal de tes sons, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ah putain, j'aimerais bien parler avec lui, quoi, tu vois. Donc Ah, c'est pour chouette. ça que je suis content, hein, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais te laisser te présenter en quelques mots, Ok, dire voilà ok. qui t'es et ce que tu fais dans D'accord. la vie. Ok. Bah écoute, donc Mouloudji, c'est mon nom d'artiste. Je suis né à Paris. Ah, t'es né à Paris? Voilà, je suis Ok. auteur, compositeur et interprète. Et je suis aussi auto-entrepreneur. Je fais des ateliers d'écriture dans plein d'endroits différents, dans les écoles, avec plein de publics différents. Et là, je suis en Lorraine. Je suis installé depuis maintenant 8 ans. Ok. Donc quand tu dis Lorraine, Nancy, Nancy, ou non, t'as Nancy. habité ailleurs en Lorraine Non, aussi? non, uniquement Nancy. Nancy, d'accord. Ok. Non, t'as dit ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans. C'est ma 8 ans. 8e. En septembre, ce sera ma 8e rentrée à Nancy. D'accord, ok. Ouais, ça commence à faire un petit moment. Bah, je me considère presque comme nancéen. Comme Nancéen, J'ai ouais. passé une grande partie de ma vie à Paris. Ouais. C'est là où j'ai fait mes études de lettres et au conservatoire aussi où j'ai appris le chant. Mais c'est une ville dans laquelle je me sens bien et puis j'ai fait pas mal de connaissances. C'est une ville qui bouge musicalement et voilà, c'est bien. C'est là où mes projets ont émergé, où j'ai commencé à définir ma discographie. D'accord. C'est pas bizarre de passer de Paris à Nancy, justement? Moi, à chaque fois que je parle à des Parisiens, ils peuvent pas se voir vivre ailleurs qu'à Paris. Ah, moi, c'est plutôt le contraire. Moi, j'ai trouvé la paix ici. Je trouve que Ah ouais, carrément, la paix. on est plus à même à évoluer. On dit que tout se passe à Paris, en fait, Bah ouais. dès qu'on parle d'art, dès qu'on parle de musique ou de créativité. Mais en fait, moi, j'ai trouvé une ville à taille humaine où les gens sont prêts à collaborer sans forcément qu'il y ait un intérêt financier derrière. C'est vraiment, on fait de l'art, on fait de la musique, on collabore sainement. Voilà, sans se prendre la tête. Et c'est ce qui me plaît ici. C'est pour ça que je te disais c'est ce sentiment d'apaisement, en fait, ici, qui pour moi est important quand je crée. Et à Paris, je l'avais pas, ça allait trop vite, les gens demandaient de l'argent. Enfin, c'était pas fou. C'est vrai que, bien sûr, Paris, ça vit. Il y a des tonnes de salles de concert. Les producteurs sont là-bas. Mais je pense que pour débuter un peu ma carrière musicale, j'avais besoin de ce microcosme nancéen. Parce que du coup, ta carrière, tu l'as pas débuté à Nancy? Ma discographie, si. D'accord, ok. Elle a démarré en 2019 avec un premier album. Oui, effectivement, ouais. Voilà. Ouais. Du jazz partout. C'était mon premier projet qui est sorti cette année-là. Donc, Parce qu'on va en parler, mais du coup, justement, je regardais et alors t'as fait pas mal de choses en peu de temps, j'ai envie de dire. Bah, j'ai été assez productif et puis c'est vrai que j'avais derrière moi aussi pas mal d'années d'écriture. Et en fait, tous ces projets-là, en fait, ils étaient presque tous écrits, en fait. Donc finalement, le premier album est sorti, j'avais déjà le deuxième qui était écrit. Quand j'enregistrais le deuxième, le troisième, je finissais l'écriture. Donc vraiment, c'est un peu parfois comme aux échecs, il faut avoir des coups d'avance. Et c'est ce que je me dis, ouais, je vois ça comme ça. J'essaye de prévoir, en fait, à chaque fois que je termine un album, en fait, je suis déjà en train de penser au suivant. J'en ai un ou deux d'avance, comme c'est le cas pour les prochains. Ouais. J'aime bien. Ah, c'est intéressant parce que du coup, il y a des artistes qui, eux, une fois avoir terminé un projet, ils ont besoin de faire le vide, de peut-être vivre d'autres expériences, partir en voyage, etc. pour
se remplir la tête de nouvelles choses pour justement revenir avec la tête plein d'idées et justement mettre sur une feuille. Sur papier, ouais. Moi, je me nourris de la scène beaucoup parce que on écrit un album, on l'enregistre en studio, mais on le porte sur scène aussi essentiellement. Donc, d'être face à un public aussi, ça inspire avec les retours, dans les discussions. En fait, dans tout le processus de création d'un album, il y a plein d'étapes qui me plaisent. Mais c'est vrai qu'au final, la scène, pour moi, c'est vraiment le lieu où je me sens à ma place, où c'est pour moi le plus important, en fait. D'accord, ok. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et on en parlait rapidement juste avant de commencer, mais du coup, t'as quel âge déjà ? Je suis né en 77, donc j'ai 46 ans, je vais avoir 47 ans, et j'ai sorti mon premier album à l'âge de 40 ans. Ce qui peut paraître tard en fait pour un artiste, mais en fait, moi je me dis en fait qu'il faut sortir les projets quand on les sent mûrs, quand on les sent prêts. Et j'ai envie de dire même aux artistes qui ont 50 ans et qui ont envie de sortir des projets, mais faites-le quoi. Vous avez toute la vie pour sortir vos projets. C'est peut-être bateau, c'est la phrase de Boris Vian, il dit vous avez toute la vie pour réussir. Donc au final, vous avez une envie, vous avez envie de prendre des cours de piano à 90 ans. Prenez-les quoi. Donc non, c'est vachement intéressant ce que tu dis, mais juste avant, alors 47 ans, tu les fais pas du tout, franchement. Honnêtement, moi je pensais que t'avais allé quoi, 35, j'allais dire. Merci. Ah non mais c'est vrai, c'est l'huile d'olive, c'est ça. Ouais, on a tous des secrets, après je peux pas tout dévoiler, mais c'est en partie mon secret. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. T'as une appréhension par rapport à ça, par rapport à l'âge ou pas du tout? Par rapport au temps qui passe, bien sûr, je pense comme tout le monde. Comme tout le monde, bien sûr, on pense à l'âge, on se dit est-ce qu'on pourra être toute sa vie sur scène, parce que c'est vraiment moi ce que j'ai envie de faire. Est-ce que le corps va tenir? Est-ce que aussi l'envie va continuer? C'est surtout ça aussi, mais j'ai pas vraiment d'angoisse par rapport au temps qui passe. J'assume mon âge, j'assume mes rides. Au contraire, non. Et je mets pas d'artifice. Quand je suis invité dans des émissions, même que je fais des reportages à la télé, je mets pas de maquillage, je mets pas de fard. Enfin, c'est ma tête, c'est ma tronche d'homme de 46 ans, tel qu'il est. Parce que justement, je te parle de ça parce que je regardais une émission où il parlait d'âge et où il parlait d'âge. Et moi, j'ai pas forcément envie de dire quel âge j'ai, mais c'est quelque chose qui commence à me travailler, tu vois. Tu penses aussi. Je dis à tout le monde que j'ai 30 ans. Ok. C'est la version officielle, c'est ça? C'est la version officieuse, on va dire. La version officielle, je le dis à très peu de gens. Pas que j'ai envie de le cacher, mais c'est juste que, tu vois, j'ai l'impression d'être resté à 30 ans, tu vois. J'ai du mal à me dire que les années passent et que voilà, j'ai plus de 30 ans, hein, mais oui. Mais voilà, mais mentalement j'ai l'impression d'être resté à 30 ans et c'est drôle parce que du coup hier j'étais avec une amie et puis on parlait de ça et on en est venu à la même conclusion. On s'est dit que en fait on pense tous les deux que c'est parce qu'on a vécu de très belles années de la vingtaine en fait. D'accord. Ouais. Et on a du mal du coup à décrocher de ça. C'était une forme de nostalgie en fait de cette période-là, oui. Parce que du coup, à partir du moment où tu vas assumer que ça y est, t'as 31, 32, 33, 35 et que sais-je, et en fait cette période-là, c'est comme si tu devais entre guillemets la supprimer parce que là il faut vraiment devenir adulte. Ouais, oui. Tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. Et les deux ne sont pas forcément compatibles. Ouais. Tu vois. En tout cas, c'est la réflection que... Oui, c'est ton point de vue là-dessus. C'est mon point de vue qui va certainement évoluer, hein, j'espère. Parce que on peut pas rester comme ça toute sa vie, mais voilà, mais c'était intéressant. Donc pas du tout d'appréhension à ce niveau-là. Non, le temps qui passe. Moi, c'est peut-être plus en matière d'envie, en fait. C'est plus de me dire là, j'en suis déjà à mon 5e projet. Est-ce que je vais encore avoir l'envie de continuer? La motivation et puis les idées, d'arriver avec des chansons intéressantes, qui plaisent. Moi j'ai envie de faire des chansons qui restent, qui s'imprègnent dans un espèce d'imaginaire collectif, et j'ai pas envie de faire des chansons bateaux ou des chansons qu'on va faire avec ChatGPT. Donc vraiment on écrit j'écris avec mes tripes, donc voilà, j'ai envie aussi que les gens le ressentent, et si l'envie se perd, bien évidemment j'arrêterai.
j'arrêterai. Et tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose, c'est que justement, tu as dit cette phrase, on a toute la vie pour réussir. Ouais, c'est de Boris Vian quand même. Voilà. Boris Vian, et, qui a sorti cette phrase. Et moi, ça me parle parce que je m'intéresse toujours aux personnes qui ont accompli des grandes choses dans leur vie. Et on s'en rend pas compte, mais en fait, il y a... C'est des personnes qui ont beaucoup échoué dans leur vie. Ouais, et ça, on ne le sait pas forcément parce que c'est pas les échecs qu'on met en avant. Oui, bien sûr. Voilà. Et moi, je prends toujours l'exemple, par exemple, du colonel Sanders qui a créé KFC à 65 ans. Tu vois. Et je parie que la plupart des gens ne savent pas ça. Et moi, le jour où j'ai appris ça, ça m'a fait, mais ça m'a choqué parce que il y avait un moment où je prenais de l'âge et j'avais envie de faire certaines choses, j'ai pas réussi à les faire, etc. Et je commençais à me dire, bon, bah, c'est trop tard. Je pourrais plus jamais faire ce que j'avais envie de faire. Je dis n'importe quoi. Quand j'étais plus jeune, j'aurais tellement voulu apprendre à jouer d'un instrument de musique, par exemple. C'est ce que je te disais pour le piano. Voilà. Tu peux l'apprendre là à ton âge ou dans 20, dans 30 ans, quoi. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, en fait, tu peux commencer ce que tu veux à n'importe quel âge. Bien en fait, il suffit juste de faire le premier pas, ce qui est le plus difficile. Mais une fois que tu le fais, bah, en fait, tu te dis, bon, bah, en fait, il n'y a rien de si compliqué, il n'y a rien d'occulte. Ah bah non. C'est juste, comme tu dis, la démarche d'avancer sur scène son premier pas ou de mettre les doigts sur un piano, sur une guitare. Et une fois qu'on est lancé, et puis après, bah, on apprend, et puis après, on maîtrise l'instrument, et puis on prend du plaisir. Et puis, mais oui, même à 80 ans, tu peux apprendre la guitare. Hein. Ouais, voilà, mais c'est vraiment cette notion de ne pas se donner de limites, en fait. Bah non. Donc, et l'âge, finalement, même si j'ai dit, même si c'est un peu en contradiction avec ce que j'ai dit avant, mais l'âge, entre guillemets, ne veut rien dire. C'est pas ça qui va te limiter dans la volonté d'entreprendre des projets, par exemple. Tu vois. C'est plus le regard de la société qui a un problème avec ça. Parce que sinon, nous, en tant qu'artistes, moi, je sais qu'au contraire, moi, je suis des artistes depuis des décennies. Je pense à un groupe comme IAM. Je continue de suivre les projets solo. Ils ont plus de 50 ans. Je veux dire, je continue d'écouter les albums solo d'Akhenaton. IAM a sorti un album il y a quelques mois, je continue de les écouter, ou enfin des groupes comme NTM, enfin plein d'autres groupes des années 90, les Sages Poètes de la rue, enfin plein de gens que je suis, qui sont à peu près dans cet âge-là, qui ont dépassé la cinquantaine. Et ben, ils continuent d'être crédibles, d'avoir des textes intelligents, sensibles. Au contraire, limite, ils se bonifient presque avec l'âge, comme le vin. Ouais, c'est ça. C'est un vieux vin, quoi. Ok, c'est intéressant. Ouais. Et dis-moi, du coup, toi, ton histoire, elle commence où? Tu nous as dit que t'es né à Paris. C'est ça. Ok. C'est ça. Et du coup, t'es resté entre guillemets toute ta vie à Paris avant de venir à Nancy, ou comment j'ai pas vraiment bougé. J'ai eu des déplacements très très tôt, en fait. À l'âge de 3 ans, je suis parti en Belgique dans une famille d'accueil. D'accord. Donc là, je partais quasiment toutes les vacances scolaires, l'été, parce que mes parents avaient des problèmes de santé, donc c'était compliqué un petit peu à gérer. Et donc j'ai voyagé, j'ai appris le flamand, j'ai vécu une grande partie de mon enfance à Bruges, donc jusqu'à l'âge de 14 ans. Et ensuite, je faisais plus ces allers-retours là, j'ai continué d'avoir des liens avec les gens du Nord, parce que je les apprécie, avec cette famille d'accueil. D'ailleurs, j'en ai toujours là aujourd'hui avec eux, ça n'a pas changé. Donc ils m'ont nourri, éduqué aussi là-bas, en plus de l'éducation de mes parents, donc avec les valeurs du Nord qu'on connaît, des gens très humains, et c'était intéressant aussi d'apprendre une autre langue, d'apprendre une autre culture. Mais ma scolarité, je l'ai faite à Paris, je l'ai faite en région parisienne. Mes études, mon conservatoire, je l'ai fait à Paris, en région parisienne. Donc voilà. D'accord, donc tu l'as vécu comment, toi, entre guillemets, d'être séparé de tes parents pour aller vivre dans une autre famille? Ah bah c'est compliqué quand t'es à 3 ans, t'es envoyé dans un train. Tu comprenais un peu ce qui se passait? Pas trop, j'ai compris plus tard. À l'âge de 3 ans, tu comprends pas trop. Voilà. Mais après, j'ai compris que c'était nécessaire, et que de toute façon, c'était pas possible de nous garder avec ma sœur pendant ces moments-là. Donc effectivement. Après, on se construit, peut-être qu'on grandit un peu plus vite, voilà. Après, il y a toujours ce problème de la séparation,
Mais bon, j'avais quand même des périodes où je revenais aussi dans ma famille, donc c'était pas des séparations à l'année. C'était des séparations uniquement pendant les hospitalisations, pendant les vacances scolaires. Donc. Ah, ok, d'accord. C'est seulement quand ils étaient vraiment en incapacité Oui, voilà, c'est ça. de s'occuper de leur Oui, enfant parce voilà. que. Oui, ok. voilà, exactement. D'accord, ok. Donc c'était pas quelque chose de permanent. Non, je D'accord. revenais vraiment, mais mes amis, ma vie, elle se passait essentiellement en région parisienne. Ok. Et à quel moment est-ce que t'as commencé à être attiré par la musique? Ça a commencé, je pense, d'abord avec les mots. En fait, Les mots? d'abord les mots, en fait, parce que pour moi c'est important. Avec les lectures de poésie, l'écoute des chansons un peu rap des années 90. Mais dans mon souvenir d'enfance, le premier lien que j'avais avec la musique, je crois que c'était des génériques de dessins animés. On avait une platine vinyle à la maison et tous les dessins animés des années 80, Goldorak, Albator, tout ça, c'était ça en fait. Et il y avait aussi d'un côté les génériques pour enfants et aussi la musique traditionnelle arabe. Il y avait de la musique de film, d'Ennio Morricone, il y avait même du Demis Rousseau, il y avait de la funk, il y avait de la soul, il y avait vraiment de tout, c'était assez éclectique. Et ouais, c'est vraiment les premiers souvenirs que j'ai de musique qui tournaient sur la chaîne de mon père. Et du coup, je me souviens quand on a parlé, tu m'avais dit que toi, tu as commencé par enregistrer des textes. Je sais pas si tu te souviens de m'avoir dit ça. Moi, je les ai enregistrés au dictaphone ou alors sur une cassette. C'est comme ça que je commençais à enregistrer. Et c'est quoi, tu parlais et tu t'enregistrais? Oui, c'est ça. Bah, je faisais les deux. J'écrivais un petit peu dans des petits journaux. À l'époque, c'était pas vraiment des gros carnets comme j'ai aujourd'hui. Et je m'enregistrais et puis je m'entraînais aussi sur des phases B. Des instrumentaux, des rappeurs. C'est là que je commençais un peu à... Des phases B, c'est-à-dire? En fait, sur des vinyles, des fois, d'un titre, en fait, il y avait le titre qu'on connaît. Et en fait, en phase B, il y avait l'instrumental de la même chanson. Et en fait, ça te permettait en fait, d'apprendre, de poser un texte, de faire une improvisation, un freestyle avec ton propre texte sur l'instru. Et en même temps, moi, ça me permettait de travailler mon flow parce qu'au début, je voulais être un rappeur. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'était plus compliqué. Ouais. Le slam, bien évidemment, ça se rapproche un peu du rap. Ça se rapproche beaucoup quand même du rap. Après, moi, j'ai le sentiment de faire de la musique tout court, que finalement, mon art, il touche un peu de rap, un peu de slam, un peu de jazz. Toutes ces influences-là mêlées, en fait, définissent un peu ma musique. Donc oui, au départ... j'aurais voulu être un rappeur, bien sûr. Bien sûr. Du coup, ouais, tu disais que tes premiers pas dans la musique, c'était grâce au vinyle où il y avait les génériques des dessins animés des années 80, oui, etc. Et du coup, en grandissant, est-ce qu'il y a eu d'autres chanteurs que... Par exemple, moi, je me souviens, mais aussi loin que je me souvienne, quand j'étais plus jeune, mais j'avais 2 artistes préférés. Ouais. C'était Dalida. D'accord. Ouais. Et Francis Cabrel. Des belles références. Donc les gens qui me connaissent, ils vont trouver ça très bizarre parce qu'aujourd'hui, j'adore Damso. Oui, etc. bien sûr. Enfin, des rappeurs un peu hardcore, mais c'est vraiment mes premiers pas dans la musique. Je me souviens, on avait lecteur CD, je mettais CD dedans, l'album Double Face de Dalida. J'écoutais ça toute la journée. Et ensuite, j'ai découvert Francis Cabrel. Je me suis dit, waouh, putain. Enfin, en fait, c'est ma mère qui écoutait. Et du coup, comme moi, j'avais rien d'autre à faire à l'époque, il n'y avait pas Internet, etc. J'étais trop petit. C'est souvent les parents qui nous transmettent. Voilà, et ensuite, nous, on se crée notre propre univers, notre propre culture musicale aussi, nos propres objets de consommation. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, ça m'arrive encore des fois d'écouter du Dalida, Francis Cabrel, etc. Tu vois. C'est des classiques pour moi. Ah non, mais la chanson française, bien sûr. Oui. Bien sûr. Franchement. Ouais. Et toi, du coup, c'est par la suite, après les génériques de dessins animés, quel a été le ou les artistes qui t'ont vraiment impacté, sans parler de volonté de volonté de commencer à faire de la musique, mais vraiment quelqu'un qui t'a vraiment touché à l'oreille, je crois que c'était les premiers freestyles de Time Bomb que j'écoutais, et à l'intérieur, il y avait un rappeur que j'adorais. C'était Oxmo Puccino. Oh oui. Et voilà, je pense qu'il avait en plus un peu la patte de Biggie que je commençais à découvrir. Vraiment, je me disais que c'était notre Biggie français. Ouais. Et c'était l'époque de la radio Génération qui passait à Paris. Et en fait, il y avait toute cette veine de rappeurs, les X-Men,
Booba Ali, Pete Bacardi, et vraiment. MC Solar, il est venu après ou c'était la même MC génération? Solar, c'était à peu près, non, c'était à peu près à la même période ou un tout petit peu avant, avec Qui sème le vent, récolte le tempo. Et j'avais beaucoup écouté plutôt ces artistes-là. C'est plus tard que je suis revenu peut-être un peu plus vers MC Solar pour plus le connaître, et puis l'intelligence, la richesse de ses textes aussi. Ouais. Mais vraiment, Oxmo, c'est pour moi. C'est vraiment lui qui a. Ouais. Ok. Ouais, Oxmo, et puis après, derrière, Akhenaton. Et un album en particulier, Metakemat. C'était son premier album solo, et là, ça a été une grosse claque Akhenaton. musicale. C'était, même, je crois qu'il l'avait sorti juste après le premier album d'Ayam, Ombre et Lumière, et c'était un peu entre celui-ci et le nouvel album L'école du micro d'argent, qui a été un succès fou. Mais celui-ci, parce que il y avait un côté très street, très rue, et un côté très très poétique, et je trouvais que ça me correspondait bien, parce que j'avais un pied moi dans la littérature, dans la poésie de Rimbaud, et un pied dans le rap, et pour moi c'était cet entre-deux là. Il arrivait vraiment à être là où j'avais envie d'être, en fait. Parce que ouais, du coup, alors tu peux nous expliquer du coup comment t'as commencé vraiment à vouloir t'investir dans la musique? Ah bah c'est vraiment à l'écoute de ces artistes-là. Ouais, c'est vraiment eux qui t'ont donné envie de. Bah déjà dans l'écriture, et après ça a coulé de source. J'ai commencé à regarder un peu les inscriptions au conservatoire. Pareil, j'ai commencé un peu sur le tard, à la fin de la vingtaine. En général, on commence à 7-8 ans. Il faut commencer tôt, normalement. Ouais. Normalement. Mais finalement, je me suis inscrit en chant. J'avais envie d'apprendre les techniques vocales, vraiment à apprendre le métier de chanteur. Pour moi, j'avais pas envie de devenir une star. C'était pas mon truc, que ce soit à l'époque ou même là, aujourd'hui. J'avais vraiment envie d'apprendre comment poser ma voix, comment il fallait que je travaille mon écriture, et puis aussi avoir une richesse aussi musicale que je connaissais pas forcément. Au conservatoire, on apprend vraiment à trouver sa place sur scène, enfin vraiment à être un vrai artiste, quoi. Ok. Et est-ce que c'était à la même période que tu commençais également à t'intéresser à la littérature, la poésie, ou c'était bien avant? C'était un tout petit peu avant, mais après je continuais un peu dans cette veine-là. En fait, j'ai le souvenir de mes premières payes. Je crois que j'avais acheté l'intégrale de Rimbaud et une paire de Timberland. C'était ce que j'avais acheté en premier. Donc là, avec ta première paye. Voilà, les vêtements avec un bomber, c'est tout, avec un dragon sur le dos, avec un teddy et tout. C'était incroyable. Et puis il me fallait cette culture-là, ces livres-là. Et pour moi, ça a toujours été. Je suis quelqu'un d'assez autodidacte, et j'avais vraiment envie de chercher cette culture, cette sensibilité, cette poésie-là. Pas celle qu'on nous servait parfois à l'école, quoi. Ok, je vois. Aujourd'hui, t'en es à ton 3e album. Celui-là, c'était le 5e, en fait. J'ai fait deux vrais albums et 3 EP, en fait, qui étaient sortis. Donc celui-ci, c'était le 5e que j'ai sorti en collaboration. Album? Ouais, album. Ouais. D'accord, ok. Il y a eu du jazz partout, ensuite Rythmique de l'asphalte. Ouais. Ensuite t'as sorti un EP. J'ai sorti L'épaisseur de nos peaux. Ensuite, il y a eu Beat Generation l'année dernière, et en début d'année, donc est paru On résonnera sans vous. Donc c'était d'accord, ok. Du coup, désolé, pourtant je suis allé voir et j'ai vu. Il y en a 5 et un single, en fait. Oui, enfin, tu veux dire 5 projets? Voilà, 5 projets. 5 projets, ouais, d'accord, ok. Voilà. Ok. Oui, donc voilà, t'en es à ton 5e projet. Voilà, c'est ça. T'en es à ton 5e projet, et comment est-ce que t'as décidé? Donc, ton premier projet, c'était un album? C'était un 12 titres. Un 12 titres, voilà, j'ai vu ça. Et comment est-ce que tu as voulu tout de suite commencer gros? Ah bah oui. On peut dire ça. Un 12 titres, quand même, c'est pas un EP, quoi. Ça prend du temps. Bah oui. Ça m'a pris quasiment 2 ans d'écriture. En tout cas, ouais, après, pour les compositions, ça a été un peu plus vite. J'ai rencontré des superbes compositeurs à Nancy. Justement, je te parlais d'émergence, de richesse. Et ça, je crois qu'on l'a créé en 7 mois à peu près, 6-7 mois, le temps de l'enregistrer. Enfin, donc ça a été assez rapide. Et oui, c'était peut-être des années. Puis c'est un premier album, c'est toujours
le plus important. À chaque fois, on dit c'est le premier album d'un artiste, c'est son meilleur album. Ah ouais. Il met tout dedans et j'ai mis beaucoup de choses, j'ai mis beaucoup de mes textes, j'ai mis beaucoup d'amour à l'intérieur, mais c'est vrai que c'était, pour moi, c'est un album important dans ma discographie. Et comment est-ce que tu verrais l'évolution un peu de toi? De toi l'artiste entre ton premier album pour moi elle est énorme dans tout, dans l'interprétation que je fais des chansons en studio, sur scène, même dans l'écriture. J'ai l'impression d'avoir même dans le style, enfin j'ai vraiment commencé par un album piano-voix classique, ensuite j'étais dans quelque chose de plus urbain, plus rap, quelque chose encore de même plus rap après, ensuite quelque chose de très jazzy. Donc je pense avoir vraiment évolué selon mes envies en fait, pas en me disant voilà ce style-là il marche, sinon je fais de la zumba en fait, voilà, qui passe en boucle à la radio et c'est pas le but en fait. Et là le dernier c'était un album vraiment électro-symphonique et donc qui n'avait rien à voir avec les autres, donc je pense évoluer selon mes envies. J'ai l'impression d'améliorer mes textes, ma manière d'enregistrer, de poser mes chansons. Donc je pense que j'évolue vraiment oui, dans le bon sens. En tout cas, dans la route que je prends, elle me plaît. Non, franchement, moi je bois tes paroles, hein. Franchement, c'est super intéressant ce que tu dis. Et j'ai pas pu écouter l'intégralité de tes œuvres, mais je vais faire une interrogation la prochaine fois. Mais j'en ai écouté pas mal. Ouais. Ton dernier album, tu l'as appelé On résonnera sans vous. Ouais. Alors, sans qui est-ce que tu as envie de raisonner? Sans les fachos, sans les gens qui n'aiment pas les trans, les homos, les femmes, les gens qui se comportent mal, voilà, enfin tous ces gens-là. J'ai envie de raisonner avec les autres, mais pas avec ces gens-là. D'accord, ok. Et il y a une question que je voulais te demander, parce que j'ai pas réussi à comprendre dans le clip. D'ailleurs, les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter On résonnera sans vous, franchement, c'est un de mes titres préférés, honnêtement. Ah, merci, et je pourrais même pas te dire pourquoi, mais je sais pas pourquoi. Et je pense que c'est un titre qu'il faut d'abord écouter, qu'il faut d'abord regarder. Ouais. Il faut d'abord l'écouter avec le clip. Oui, c'est ça, il faut ouais. Et ensuite, tu peux l'écouter oui. Comme ça, parce que le clip c'est comme un mini-film, quoi. Il y a des choses qui se passent dedans et en même temps, les paroles se superposent au clip, mais en même temps, tu peux les dissocier. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens. Et encore une fois, je suis pas un pro en la matière, mais je fais beaucoup confiance en ce que je ressens et en mes sentiments. Et c'est vraiment comme ça que j'ai ressenti. Là, je l'ai mis plusieurs fois. Je l'ai même montré à un pote. Okay. Et quelque chose que je voulais te demander, c'est que dans le clip, il y a plusieurs personnes du coup qui se bandent la bouche. Ouais. Du coup, j'ai pas compris le message de ça. En fait, c'est une référence aux paroles en fait du texte. Des tissus sur nos bouches en fait, voilà, c'est pour ça, c'était une référence à ça, et justement que même bâillonné, on continuera à d'écrire, de raisonner, d'émerger, même si certains médias sont fermés pour des femmes, pour des personnes racisées ou pour des homos, on continuera d'exister, on créera nos propres médias comme toi tu fais avec ton podcast, on créera nos propres routes, si la porte est fermée, comme dirait Lino d'Arsenic, je vais casser un carreau et je vais rentrer, donc vraiment il y a vraiment peu importe les portes fermées, on résonnera sans vous. Pour te dire, et là je suis pas du tout en train de faire le mec, voilà, mais j'ai eu plusieurs écoutes. La première écoute, je me suis dit, c'est un son de résilience. Je me suis dit un peu résistance, etc. Non, c'est un son de la première écoute, je me suis dit, c'est un son de résistance, justement, de protestation. Ouais. Ensuite, j'ai réécouté, je me suis dit, en fait, c'est plutôt de la résilience. Tu vois, parce que pour moi, c'est pas il y a une différence entre les deux. Je pense qu'il y a un peu des deux en fait, parce que c'est aussi, on peut le prendre aussi comme un cri de révolte en fait, et aussi à un moment donné aussi de se dire que ça arrive dans nos vies, des choses, des portes qui se ferment, et on passe au-dessus et on avance, voilà. Justement, et à la troisième écoute, je me suis dit, en fait, c'est un son d'espoir. Tu vois, aussi. Et en fait après j'ai encore écouté, je me suis dit en fait c'est le mix des trois en fait, tu vois, et c'est pour ça que ce son j'ai dû le réécouter plusieurs fois, parce que ça te donne un sentiment étrange en fait ça te donne plusieurs sentiments en même temps en fait, et du coup tu vois je savais pas trop comment
j'appréciais ce que j'écoutais, mais moi j'aime toujours, voilà, je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, ce son me fait ressentir ça. En fait, j'aime bien avoir des sons en fonction de comment je me sens. Je sais que si je me sens pas bien, je vais écouter plutôt ce son-là. Si j'ai envie d'avoir de l'énergie, ou si j'ai envie de me concentrer sur telle ou telle chose. Et ce son-là, j'arrivais pas à le catégoriser. Tu vois. Bah après, il y a plusieurs lectures. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, ça m'a fait penser aux migrants. Tu vois, donc oui, parce que dans le clip, en plus, on voit des migrants dedans. Bah oui, tu vois, c'est ça. Ça, le truc. En plus, je l'ai pas noté, mais c'est une question qui m'est venue quand j'étais en train de préparer l'épisode. Je me suis dit. En fait, il y a cette référence dans l'écriture aussi. Ouais. Non, franchement, c'est un son qui. Désolé, on parle beaucoup de ce son-là, mais honnêtement. Il est important, c'est aussi le titre de l'album. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Donc, c'est le morceau qui a été clippé en premier. Donc, voilà. Clip qui a été réalisé à Nancy. Et honnêtement, le clip. Par Élie Grégoire, en fait, Chapeau. qui est un super réalisateur. C'est déjà ma 3e collaboration avec lui. J'avais travaillé avec lui sur Blue Note. Sur Blue Note. Voilà, donc voilà, c'est lui qui m'a réalisé ces 3 clips. J'ai fait écouter 2 sons de toi à un très bon ami à moi. Et donc, c'est On résonnera sans vous et Blue Note. Ok. Le clip de Blue Note aussi. J'adore. Bah, chouette, merci. Honnêtement. C'est du travail. De toute façon, en amont, on prépare et puis il faut s'entourer des bonnes personnes aussi. Voilà. C'est très important. C'est ça. Très, très important. J'ai une bonne équipe. J'avoue que j'ai une superbe équipe autour de moi. Et justement, je voulais te demander, il faut être dans quel mood pour t'écouter? Il n'y a pas de mood précis parce que en fait, mes chansons sont tellement variées. Je sais pas, il faut juste peut-être écouter seul, je pense, au casque. Et puis se plonger dans mon univers, je pense, plus ça. Et tout à l'heure, tu disais que quand tu as écrit la chanson On résonnera sans... Oui, désolé, je reviens dessus. Ouais. Mais tu disais que tu as envie de raisonner sans les fachos, sans les gens qui n'aiment pas les femmes, les gens qui n'aiment pas les homos, etc. Du coup, c'est quoi? Tu as une expérience par rapport à ce genre de choses c'est la société qui est comme ça, qui malheureusement est dans ses comportements nocifs. Et aussi, moi, c'est suite à un retour de mail en fait que j'ai décidé d'écrire cette chanson. J'avais envoyé un de mes précédents albums qui était assez jazzy, piano-voix, vraiment dans la tradition chanson française. Et le retour du mail du programmateur radio qui m'avait répondu, il m'a dit ce n'est pas de la chanson française. Ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Ouais. Donc je me suis dit, et ça a bouillonné en moi, en fait je me suis dit, à un moment donné il faut dire les termes, voilà. Donc je me suis dit, on va écrire ce titre-là, et c'est un titre qui a jailli assez rapidement, et je me suis dit, voilà. D'accord, ok. Moi la langue française je l'aime, je la pratique tous les jours. Donc si ce que je fais c'est pas de la chanson française, voilà. Il y a des gens qui sont culottés quand même. Ouais, oui. Honnêtement. Ou qui sont profondément racistes, tout simplement aussi, voilà. Un peu des deux, clairement. Donc moi je l'ai pris directement, pas à ce degré-là, mais plutôt, voilà, moi je l'ai vraiment pris de face. Et je me suis dit, je vais m'en servir. Et d'ailleurs, cet été-là, je crois que j'ai écrit une 15aine de chansons. Vraiment. Ça t'a vraiment donné de l'essence. Ouais, et puis voilà, c'est au contraire de se dire, tu parlais de résilience tout à l'heure, à un moment donné, on t'attaque, tu te prends des coups, les portes se ferment, voilà, on va essayer d'avancer. Et puis d'écrire des chansons qui sont assez engagées aussi. C'était aussi le but de cet album-là, du dernier album. J'avais vraiment envie que ce soit un album engagé. D'accord. Ok, ouais, donc c'est vraiment ce retour de mail qui t'a... Ouais, voilà. Et puis ça a été le moteur et toutes les autres chansons, elles se sont brodées autour de ce titre-là. Autour de ça. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire, quand on a discuté, toi et moi, tu m'as dit que... Je vais rappeler le contexte. C'est que j'avais une impression de... Comment dire? J'ai pas envie de... Enfin, en fait, quand j'ai écouté tes chansons pour la première fois, ça m'a mis un coup au moral. C'est vrai. Ah ouais, je me suis dit... Alors déjà, à ce moment-là, dans la tête, ça n'allait pas très fort. Et j'ai écouté... C'est peut-être pour ça, alors, d'ailleurs. Ça t'a pas aidé, alors. Justement, je suis en train de... Quand j'ai écouté tes sons, je me suis dit, putain, ça m'aide pas trop. Mais j'estimais que tu disais des choses... en fait, ça alimentait mon état. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup... Quand on s'est au téléphone, tu m'as dit que tes chansons, tu les catégorisais plutôt comme de la mélancolie romantique.
Ouais, même de la nostalgie heureuse. En fait, j'aime beaucoup ce terme portugais de saudade. Et je trouve que c'est vraiment le mot qui définit vraiment ma musique, en fait. C'est cette nostalgie heureuse, c'est en même temps de raviver certains souvenirs, d'être dans un mood un peu peut-être mélancolique, comme toi tu l'avais ressenti. Mais en même temps, il y a derrière, en fond d'écran, il y a du bonheur, quoi. Non, justement, je rectifie, tu m'avais dit de la mélancolie heureuse. Ouais, c'est ça, ouais. Et quand tu m'as dit ça, en fait, je crois que sur le coup, j'avais rien dit, mais ça m'a trotté dans la tête et je me suis dit, mais c'est pas possible de la mélancolie heureuse. C'est un peu un oxymore, tu vois. Ouais, mais justement, c'est ça, ça veut dire qu'il y a un peu des deux choses, c'est-à-dire que tu vas te souvenir de certaines choses, c'est pour ça que j'emploie le mot saudade. Du coup, ça va être, Mais en fait, même si les souvenirs parfois sont tristes, et ben tu vas y songer de manière peut-être un peu plus joyeuse, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois ma musique, je la définis vraiment, le mot saudade, c'est vraiment le mot qui, pour moi, définit vraiment ma musique. Et puis même récemment, et je pense que tu ne seras pas d'accord avec ça, mais je sais pas pourquoi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Récemment, justement, cette semaine en tout cas, je me suis bouffé pas mal de tes sons. Et j'ai l'impression que t'es en colère. Ah, sur le dernier album, bien sûr. Ah bah oui, ouais, bien sûr. Oui, après, moi j'appelle ça de la colère saine aussi. Tu parlais d'oxymore tout à l'heure, bah là je t'en redonne un. Et ben je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez sain. Et puis à un moment donné, faut que ça sorte. Enfin, faut pas attendre l'autre jour. On reçoit des coups au quotidien. Enfin, je pense qu'il faut aussi, il faut les rendre. Et moi, je les rends au micro, je les rends dans mes textes, je les rends sur scène. Et l'engagement, pour moi, c'est nécessaire quand on est un artiste. Je peux pas être à moitié artiste. Je sais pas aimer à moitié les gens. Voilà ce que je fais. Donc, c'est une colère saine. Mais c'est une colère. Parce que justement, je te dis ça, pourquoi ? Parce que dès le premier titre, qui est Piano 3/4. Ouais, Piano 3/4. Alors, j'ai essayé d'aller voir ce que ça voulait dire, Piano 3/4, mais c'est quoi ? En fait, c'est en fait les quarts de son. En fait, c'est des sons qu'on utilise dans la musique arabe, en fait. Et en fait, moi, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas à moitié, on est presque sur un piano, mais on n'est pas vraiment sur un piano. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement imprégné de cette sonorité européenne, mais qu'on est aussi mêlé avec les sonorités arabes. En fait, donc on est à 3/4. Et puis j'ai fait plein de jeux de mots en fait dans cette chanson, avec les histoires de verre à moitié plein. C'était plus un jeu aussi avec les quantités. Et j'aimais bien cette idée en fait de pas finir quelque chose, de pas aboutir, d'avoir des relations à moitié vides, d'autres à moitié pleines. Et c'est cette idée-là, c'est le premier mot qui m'est venu en fait en écrivant cette chanson. Et pourquoi je parle de cette chanson ? Parce que moi, ça m'a frappé. Je crois que c'est la première phrase. C'est celle qui ouvre l'album en plus. Ouais, c'est le son qui ouvre l'album. Et la première phrase, c'est « Je déverse mon spleen ». Sur un piano 3/4. Voilà. Novi, Janis Joplin, le cœur rougi d'un cigare. Voilà. C'est ça. Donc je me suis dit, dès la première phrase, on sent que t'as des choses à dire et que t'es pas très content, quoi, tu vois. Ah bah oui. Et puis, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est drôle parce que moi, quand j'étais au lycée, la première fois que j'ai entendu parler de spleen, c'est dans Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Bah oui, tu vois. c'est ça, ouais. Et bref, le truc, moi, ça m'avait frappé, je sais pas pourquoi, c'était la première... J'étais pas... Enfin bref, c'était la première fois que je payais attention en classe. Je sais pas pourquoi, mais ça... En fait, j'ai trouvé l'histoire de Baudelaire tellement intrigante, mais triste à la fois. Ouais. Surtout sa fin. Par contre, j'ai été fasciné de son génie malgré justement sa mélancolie. Et lui, il était limite en dépression. Il prenait de l'opium. Après, c'est vrai que lui, il a fait cet équilibre-là, parce que tu parlais de spleen, mais dans le recueil de poèmes des Fleurs du Mal, il y a spleen et idéal. Donc finalement, je peux te parler d'équilibre, de mélancolie heureuse, mais je pense que lui aussi, cet équilibre-là, il l'a fait. Bien sûr, il y avait sa part sombre, bien sûr. En tout cas, moi, c'est le regard que je porte sur son œuvre, en fait, quoi. Bien sûr. Et que parfois, on oscille aussi entre les deux choses. Je pense que être constant, être tout le temps heureux dans nos vies, on aimerait tous l'être, mais malheureusement, la vie, c'est aussi des phases où on est un peu moins bien, comme tu disais tout à l'heure. On parle pas forcément souvent des soucis mentaux chez les artistes. Ça s'est un peu plus démocratisé ces dernières années. Je pense à Despo Ruti, je pense à Kanye, mais lui, c'est dans un level un peu au-dessus. Tu vois, donc non, je pense que son œuvre à Baudelaire, moi, me fait au contraire jaillir de la lumière d'un côté, et un côté, ça part plus sombre. Mais il y a de la lumière dans
dans ces textes. Ok. Parce que toi, c'est quelque chose qui te... Tu ressens entre guillemets, ce spleen? Ah bah, dans mes textes, j'essaie justement de mettre de la lumière sur mon spleen. Et c'est peut-être pour ça que j'écris. Parce que du coup, moi, je suis allé chercher la Ouais. définition Ouais, bah oui. du mot spleen. Ok. Et ça m'a sorti, c'est de la mélancolie sans cause apparente, Ouais. caractérisée par le dégoût de toute chose. Ouais. Bah, T'es d'accord avec ça? Bah, c'est assez fort. Ah oui. Moi, je l'imaginais pas aussi fort. En fait, moi, je vois quelque chose de plutôt de passager, en fait. Le spleen, moi, je le vois pas comme quelque chose de durable, en fait. Je le vois plus comme un état d'une mélancolie, mais qui est juste là et qui s'en va. Et pas quelque chose qui s'installe durablement. Du coup, je suis allé chercher la définition de mélancolie. Ah, c'est vrai. Et la mélancolie, c'est état de tristesse vague Ouais. accompagné de rêverie. Ah bah voilà. Donc on a cette part aussi de rêve aussi à l'intérieur. Bah, oui. T'es quelqu'un qui a encore des rêves? Ah bah oui. Bah, j'en ai plein la tête, quoi, bien sûr, c'est sûr. J'ai des rêves de faire des scènes importantes, de sortir encore plein d'albums, de faire plein de rencontres, de collaborer, d'écrire pour les autres aussi, d'être parolier. Pour moi, c'est peut-être mon futur, d'être parolier. Donc j'y pense. Parolier, c'est quoi? Écrire pour les autres. Ah, ok, d'accord. Tout simplement, voilà, c'est ça. Okay. Voilà. C'est quoi? C'est les gens qu'on appelle les ghostwriters, c'est ça? Bah, eux ne dévoilent pas leur nom, mais oui. Je pense d'accord, que, ok. Non, de m'afficher en tant que parolier, d'écrire pour des gens des chansons sur mesure. D'accord, ok. Ah, c'est... Pourquoi c'est quoi, t'as envie de t'effacer un peu ou c'est Bah, j'ai envie aussi d'offrir des chansons un peu comme des cadeaux et d'être un peu un peu en arrière-plan, un peu derrière le rideau un petit peu, et puis après prendre une forme de petite pause aussi et voilà, d'être juste en arrière-plan et puis d'écrire pour les autres, quoi. Tu m'as parlé, t'as parlé de scène tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui t'a marqué dans ta carrière et que... Je suis en train de réfléchir. Je pense que j'ai fait pas mal de concerts à domicile ces derniers temps, et je crois que le concert de sortie de l'album, du dernier album, ça a été puissant. Il y avait beaucoup de monde. C'était dans un appartement somptueux qui était un ancien garage. Et là, je me suis pris une vraie claque, voilà, avec les gens, et c'était incroyable. Après, il y en a un deuxième qui m'a marqué. Je crois que c'était au Musée des Beaux-Arts. J'étais pas tout seul. C'était en fait le jardin en fait qui donnait. Il y avait beaucoup de monde, et c'était un concert avec plein de têtes d'affiches. Il y avait Lina, il y avait Lobo Ecoche, il y avait d'autres artistes ghanéens, il y avait une artiste strasbourgeoise, et vraiment, il y avait beaucoup de monde, et c'était en plein air. Et du coup, j'ai vraiment ressenti quelque chose d'assez... Que quelque chose s'est passé. Voilà, d'assez fort. Ouais. Sur la colline de Sion aussi, j'avais ressenti ça. C'était aussi en extérieur. Mais à la colline de Sion, ouais. fait... Ah ouais? Ouais. C'était il y a quelques années. On avait fait en plein air comme ça? Un festival, ouais. C'était chouette. Voilà. Okay. Donc, c'est les concerts. Après, tous les premiers que j'ai fait au conservatoire, mais là, c'était vraiment des concerts pour être notés. Donc, il y avait cet aspect notation un peu genre Starac, tu vois. Donc, là, moi, ça me plaisait pas forcément, mais c'est vrai que les premières scènes, elles sont importantes. Tout à l'heure, je crois que tu en as parlé. Tu as mis combien de temps pour réaliser cet album? Celui-ci, dans l'écriture, j'ai mis à peu près 6 mois. Ça a été un peu plus vite que les autres. Très, très rapide, je trouve. Je parlais de fulgurance, et en plus, j'ai pas dévoilé tous les titres, en fait. C'est ça, j'ai écrit à peu près une quinzaine de titres. Donc là, j'en ai mis que 8. Parce qu'il y en a des nouveaux aussi qui sont nés à partir des musiques. J'ai travaillé avec un compositeur, donc soit j'avais déjà les textes, ou alors j'ai reçu des musiques. Et là, j'ai écrit, par exemple, tu parlais de Piano 3/4 tout à l'heure, là j'avais reçu la prod. Et donc du coup, j'ai écrit à partir de la prod. Je peux vraiment faire dans les deux sens, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est l'écriture qui vient au début. Et ensuite, je cherche des mélodies, un peu comme des vêtements, des costumes qui vont être sur mesure pour aller avec mes textes, en fait. Des vêtements, des costumes. Voilà. Ok, c'est-à-dire t'essaies de... Ouais, que ça a un sens dans le clip ou... Bah, en fait, j'essaie vraiment d'avoir des musiques. Déjà, il faut que je ressente une émotion quand j'écoute une musique. Déjà qu'elle me prenne vraiment, que je ressente les poils et que je me dise, bah, elle est brute telle qu'elle et qu'il n'y a pas beaucoup de retouches à faire. C'est pour ça que je faisais le parallèle
entre les musiques et les costumes, c'est parce que pour moi, une musique, c'est un costume. On sait d'avance s'il nous va ou pas. Enfin, pour moi, j'essaye un vêtement et je sais pas si c'est pour toi pareil. Moi, je sais que si un vêtement me va, et s'il y a très peu de retouches à faire, c'est que c'est mon vêtement. S'il y a 50 ourlets à faire, il faut réajuster, c'est que c'est pas le bon, tu vois. Et une mélodie, pour moi, c'est pareil. C'est exactement ça. Si je sens qu'il y a trop de choses à faire, des retouches, faut l'emmener machin chez un tailleur, non, c'est bon. Okay. Voilà. Pourtant, tu as des artistes qui ils passent des heures, des semaines, des mois, juste des fois sur une seule chanson parce que ils sont très pointueux sur chaque détail, tu vois. Bien sûr, ouais. Donc c'est pour ça que quand tu m'as dit 6 mois pour un album, je me suis dit ah ouais, ça a pris 6 mois pour l'écriture, après pour l'enregistrer. Ah oui, non, bien sûr, il a fallu 1 an en fait. En général, je laisse 1 an entre mes projets. Ah oui, quand même, ok, tu charbonnes. Bah ouais, et puis ça me plaît, et puis je suis assez inspiré, voilà, enfin des sujets de société. Je m'inspire de plein de choses, je m'inspire du cinéma. Je m'inspire de la littérature, je m'inspire de la vie aussi, tout court. Non, parce que des fois, en fait, quand on est face à certaines choses, en l'occurrence là, par rapport à ton album, quand on s'y connaît pas vraiment, et que tu me dis 6 mois, je me dis, ah ouais, t'as mis 6 mois pour créer un album. Ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon album, personnellement. Gentil, personnellement. Et je me dis, ah ouais, en 6 mois, t'as réussi à faire tout ça, je trouve ça très fort. Et donc, c'est pour ça, j'ai été étonné. J'ai été étonné quand tu m'as dit ça, pas que tu le prennes de la mauvaise manière, mais ouais, parce que et j'en parlais aussi dans l'épisode avec le Boel, qui lui aussi disait comme quoi il écrivait vite, etc. Donc, alors que moi, j'avais plutôt cette image de l'artiste qui prenait vraiment son temps, etc. Par exemple, j'avais regardé, je sais pas si tu as vu le documentaire sur Nekfeu à l'époque, Les Étoiles Vagabondes. Ah si, je l'ai vu, celui-ci aussi. Voilà, alors, bon, c'est un autre, c'est dans un autre truc, mais lui, il était même parti au Japon. Au Japon, et avant ça, il était même en Grèce. Je crois qu'il était parti en Grèce. Il est parti en Grèce, mais tu sais là où il y a eu une tempête, etc. Là, c'est où enfin bref, il est parti à un endroit, je crois que c'est en Amérique latine, mais qui appartient à la France. Enfin bref, je dis peut-être des bêtises, hein, désolé. Mais voilà, il a vraiment eu besoin de partir longtemps. Donc, comme tu l'as dit, en Grèce, c'est sûr. revenir un peu à ses racines, etc. Puis partir au Japon parce qu'il adore la culture japonaise, les mangas, etc. Il était même parti avec toute son équipe et tout. Donc, et il a mis très très longtemps à pondre son album. Et je crois même il était un peu à la bourre. Je me souviens plus trop, c'était à très longtemps, mais il était un peu à la bourre et tu voyais plusieurs moments où il faisait quasiment des nuits blanches pour terminer ses sons, tu vois. Mais et à la fin, ça a donné un album. Enfin, moi, j'ai adoré son album. Donc, j'avais plutôt cette idée-là, tu vois, dans la construction d'un album, dans la construction d'un projet, etc. Donc, et tu dirais, c'est quoi la différence, par exemple, entre la construction d'un album d'un Mouloudji et dans la construction d'un album d'un Nekfeu, par exemple? Ah bah c'est pas les mêmes moyens déjà. Voilà, clairement. Est-ce que tu penses que si tu avais les mêmes moyens que Nekfeu, toi aussi tu prendrais plus ton temps? Ah non, je pense que moi je reste sur ma direction déjà musicale, artistique, tout court. C'est plus en termes de projet qui va être plus porté déjà par les plateformes et tout. Non, je pense que c'est plus après écrire, c'est pas une question de moyens. Enfin, je veux dire, un carnet, un stylo, c'est suffisant pour écrire. Un téléphone pour prendre des notes, c'est suffisant pour écrire. Donc, je crois que c'est plus la fan base chez Nekfeu qui est suivie par des millions de gens. Et moi, il y a 1000, 5000 personnes, 7000 personnes qui vont écouter mes albums. Donc, il y a une différence. Il n'y a pas ce poids aussi médiatique, même si bon, j'ai quand même la chance d'avoir des relais dans la presse, dans les Streps, sur France 3, ça c'est génial. Déjà, ça c'est en soi même déjà de me dire que 1000 personnes écoutent ma musique, c'est incroyable déjà, d'arriver juste à toucher ces gens-là. Je pense qu'on est tous différents dans notre manière d'écrire et d'aborder la musique. Donc je ne ferai pas de comparaison avec cet artiste que je trouve vraiment superbe. Mais moi, j'ai une manière d'écrire par fulgurance, en fait. Et quand ça vient, moi, c'est des jaillissements. Et je reviens parfois sur des textes pour modifier une tournure de phrase, mais sinon, je laisse vraiment l'écriture brute, en fait, presque telle qu'elle est, en fait.
Je crois que je t'avais posé cette question quand on s'était parlé, mais pour toi, c'est quoi quelle a été la plus grande scène que t'as fait? La plus grande scène, j'ai pas trop envie d'être original, mais je dirais la première au conservatoire. Enfin, en termes de place. En termes de place, Mm. je crois que c'était dans une salle de jazz Mhm. à Courbevoie et il y avait, je crois, 400 personnes. 400 Ouais, personnes. ouais, Ok. 400 personnes. Et la plus petite salle? Oh, la plus petite, je crois qu'il y avait, dans les tout premiers concerts que je faisais, il devait y avoir 15 personnes. Ok. Ouais, 15 personnes. Parce qu'on ne me connaissait pas, donc je passais tout à la fin. Bien sûr. Les artistes majeurs, ils passaient vraiment au début. Mm. Et puis les gens, ils étaient trop fatigués pour attendre Mm. à 21h qu'un artiste inconnu passe, quoi. Donc, Et en fait, je te pose cette question parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir, en fait, parce que chaque artiste a des envies et comment dire, des aspirations, des rêves aussi. Ouais, des aspirations Ouais. différentes. ouais, bah oui. Toi, t'es plus à l'aise avec quoi? Avec une grande scène ou Ah oui. une petite comité? Ah non. Moi, je veux des Une grandes grande scène. scènes. Ah oui, Ok. oui. Je suis moins à l'aise quand il y a 5, 10, 15 personnes. Pourquoi? Parce que là, tu es vraiment face aux gens, quoi. Mm. Ils sont là, ils sont à 1 mètre de Tu toi. les ressens, Voilà, voilà, tu sens leur respiration, Ouais. leur souffle. Au moins, la scène, tu surplombes un petit peu. Parfois, t'as les lumières qui sont face à toi, donc tu vois pas forcément le public. Et puis, je trouve que c'est plus simple et puis c'est plus porteur. Je veux dire, d'avoir un public plus large et tout. Moi, c'est vraiment ce que j'aspire à faire. Mais c'est beaucoup plus difficile de capter un public de 450 personnes par rapport à un public de 15 personnes. Ah, mais c'est jouissif. Bien sûr. Ah, ouais. Justement, en fait, c'est de ça dont j'ai envie de parler parce que moi, j'adore l'univers de l'humour, les humoristes, Ouais, etc. les stand-uppers. Les stand-uppers, voilà. Ouais. Et il y a quelqu'un que je suis sur Internet et lui, il parle de ça dans le sens où, en fait, la première fois, par exemple, alors il est très très connu, c'est un Américain, et il disait que la première fois qu'il a fait son concert, Son one-man show. son Ouais. one-man show Ouais. dans un stadium, Ouais. c'est vraiment là où il a compris la différence entre faire du stand-up dans certes des grandes salles, mais Oui. dans des arènes ou des choses comme ça, c'est C'est ça. complètement différent. Parce qu'en fait, il faut que tu arrives à capter, je sais pas, 50 000 personnes, 80 000 personnes. Alors, on parle de choses vraiment stratosphériques, mais c'est là où, parce que nous, en tant que spectateurs, on s'en rend pas compte. On y va parce que soit on a passé, on est dans une mauvaise période et on a envie de rigoler, ou alors on va à un concert parce qu'on a envie de ressentir certaines sensations ou de choses, ou on a un lien avec l'artiste. Et je me dis, c'est des choses on est très égoïste en fait quand on va à un concert ou à un stand-up, etc. Mais l'artiste, lui, son rôle, c'est vraiment de capter presque chaque personne, tu vois. Il faut tout donner sur scène, en fait. Il n'y a pas de secret. Que ce soit devant 10, 15 spectateurs ou devant 30 000 ou 5 000 ou 100, pour moi, c'est la même chose. Mais t'as ressenti ce besoin de gérer et de capter, par exemple, je sais pas, cette partie-là de l'audience, cette partie-là, ceux qui sont... C'est un ensemble, en fait. Et je crois qu'il faut, comme un chef d'orchestre, un peu. Ouais, presque. En fait, c'est un tout parce qu'il y a les chansons qui sont importantes, mais il y a aussi ce que tu vas dire entre les chansons, comment tu vas... Les transitions. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas dire au public, l'émotion que tu mets sur scène, le cœur. Enfin, voilà, pour moi, c'est tout ça. Et puis, pour moi, il faut se donner... Moi, à chaque fois, je prépare les scènes un peu comme un boxeur va préparer un combat. C'est-à-dire, c'est vraiment une préparation physique, mentale. Pour moi, c'est vraiment important de donner le maximum en fait aux gens. Les gens se déplacent pour te voir. Ils payent leur place. Tu as envie vraiment de leur offrir un souvenir en fait. Qu'ils repartent avec et ils se disent voilà, ça m'a renversé. C'est le plus important, c'est ce que tu laisses aux gens, les émotions, voilà, les regards que tu vas échanger avec eux, les mots après les concerts. Enfin, c'est un tout quoi. Pour moi, c'est important de rester après les concerts, d'échanger avec les gens. Et ils viennent, ils se déplacent, voilà. Ah non, mais c'est vraiment. Je trouve que alors un artiste avec un grand A, c'est vraiment quelque chose de c'est une situation, ou un statut, ou on peut appeler ça comme on veut, mais très très atypique, tu vois. T'es vraiment là pour donner tout à 100%. Tu donnes de ta personne. À chaque représentation, tu vois. Ça. Tu peux pas être en dessous. Tu peux Ah, pas ouais, être... voilà, c'est ça le truc. C'est ça.
Parce que les gens le sentent et Ouais, c'est exactement ça. puisque même après toi, artistiquement, tu te dis bah là j'aurais pu faire un meilleur concert, t'es déçu, tu te dis bah finalement parce qu'il y a l'album tel qu'il est, tel qu'on l'enregistre, mais les versions que moi je vais faire sur scène, elles vont être différentes Ouais, bien et sûr. à chaque fois. C'est-à-dire je vais Mhm. pas refaire à chaque fois le même concert. C'est ça l'intérêt en fait du live et c'est ce qui me plaît le plus en fait. Est-ce que toi, des fois, quand tu écris des chansons ou quand tu les enregistres en studio, est-ce qu'il y a des chansons que tu enregistres exprès pour les concerts, ou est-ce qu'il y a des chansons, ou est-ce que tu y penses pas? Je pense live. Donc, Vraiment, tu ouais. penses que live? Je pense pas que live, je pense studio, mais il y a certains titres où je me dis, mais ce live vont plaire. Tu parlais d'On résonnera sans vous. En écoutant les premières notes, je savais que cette chanson-là, sur scène, c'était celle qui allait le plus plaire. Et je me suis pas trompé, parce que c'est celle où les gens applaudissent, c'est celle où je vois les gens, ils bougent leur tête, ils me regardent, ils dansent, donc je me dis, bah, c'est réussi. Après, quand tu fais des chansons, des fois, elles t'appartiennent pas. Par exemple, je pense au titre Les mélodies viennent du ventre. Oui, dernier son de. Voilà. Et désolé, je te Vas-y, coupe. pas de souci. Ouais. Mais quand tu écoutes un peu la chronologie des sons, tu termines avec. Désolé, j'ai du mal avec le titre. C'est la mélodie vient. Les mélodies viennent du ventre. Les mélodies Ouais, viennent ça. du ventre, pardon. Et c'est pareil, c'est un truc, ça te. Alors c'est une métaphore, hein, mais ça te met des coups de poing quand même, Ouais. tu vois, Ah bah oui. le son, tu vois, pour terminer l'album. Mhm. Quoique c'est une bonne chose du coup. Ouais, bah oui. Mais je me oui. dis, premier son, c'est allez, je déverse ma colère. Ouais, c'est ça. Et le dernier son, voilà, Bah, ça continue à te ça, mettre des coups. ça vient des tripes et de se dire que quand on écrit, quand on chante, ça doit venir de là, même tout ce qu'on fait en fait. Quoi. Ça doit venir de l'intérieur, du cœur, du centre. Ça a été quoi le stimuli pour le son là? Bah, en fait, j'avais déjà écrit ce texte-là que j'avais fait en tant que poème. En fait, c'était pas une chanson au départ. Je travaillais avec un photographe, on préparait une exposition et j'ai entendu cette prod, donc Seb, le compositeur avec qui j'ai travaillé, et je savais juste en l'écoutant que ce serait ce texte-là. Et je l'ai fait quasiment one shot. Ouais. En fait, la première fois, et je me suis dit mais il se marie trop bien. Après, je l'ai retravaillé un petit peu, bien sûr, avant de l'enregistrer, mais la première version telle que je l'avais posée, elle était c'est presque celle qu'on entend sur l'album. Il y avait juste quelques placements que j'ai dû refaire Ouais. parce que pour moi, je suis assez exigeant sur les placements. J'ai envie que ce soit vraiment. Je suis très pointilleux là-dessus en studio et tout. Je fais souvent 2-3 versions des chansons et je choisis ensuite celle qui me plaît le plus dans l'interprétation, dans la manière dont j'ai posé mes mots. Mais celle-ci, je savais que ce texte-là, que ça allait coller avec ça. Alors, pour l'avoir écouté, t'es en train de me dire que tu l'as quasiment fait en one shot. Moi, je trouve ça très très fort. Ah, merci. Très très fort, parce que je sais pas si des personnes se sont déjà essayées à l'exercice, mais d'enregistrer, je sais pas, un texte, enfin s'enregistrer en train de réciter un texte ou de chanter une chanson ou que sais-je. Moi, j'ai essayé de le faire au niveau du podcast et j'ai passé presque la moitié de la journée parce que bah, il y avait des fautes, j'allais trop vite, j'allais trop lentement, la tonalité de ma voix, j'aimais pas, c'était trop monotone, etc. Bah, enfin, il y avait beaucoup de choses quoi, à changer. Et je me souviens la première fois où je m'étais jamais posé cette question de one shot ou pas des artistes. Et la première fois que j'ai vu ça, ça m'avait choqué parce que c'était dans le film de Ray Charles et c'était un son. C'était quoi le son? Enfin bref, c'était c'était une très bonne chanson que j'aime beaucoup et qui dure 8 minutes. Okay. Et il l'a fait en one shot. Ouais. En studio, il l'a fait en one shot. Bah, oui. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais. Parce que comment est-ce que tu peux faire un single comme ça qui défonce tout? Et cet artiste-là que tu cites, tu penses aussi à Miles Davis, qui faisait pas que de la musique, il faisait aussi de la musique de film aussi. Et à un moment donné, on lui passe un plan, c'était le film va me revenir aussi, et il doit jouer en fait sur ce plan où c'est Jeanne Moreau qui va traverser Paris, et en fait il improvise totalement en fait juste en regardant les images, en fait il arrive à caler, à mettre sa trompette, et finalement ça correspond à cette femme qui marche, qui déambule avec beaucoup de grâce, et il l'a fait en improvisant. Donc bien sûr il y a des gens, c'est du génie. Bah oui, c'est du génie. Il faut vraiment ressentir les mélodies, la chanson. Bah oui, est-ce que tu dirais que du coup, des fois quand tu es en studio, parce que moi je suis dans le sport et parfois on parle d'être dans la zone.
Ah oui, Et moi, c'est quelque chose que en basket, on en parle beaucoup. En basket, on en parle beaucoup. Ouais, Il y a bah des oui. scientifiques qui disent que non, parce que eux, ils ont les données, et Ouais. t'as les joueurs qui leur disent, bah si, moi, je suis dans la zone, là, tu Ouais, bah vois. oui, Et oui. enfin, bref, pareil, c'est un truc, ça m'intéresse beaucoup, donc on pourrait y passer beaucoup de temps. Mais est-ce que parfois, quand t'es en studio, tu ressens ce truc de. C'est propre à chacun, tu vois, mais c'est le monde Ah disparaît autour de bah, toi. pour moi, j'ai le micro. Ah bah Tu oui, oui. débites et. J'ai le casque et le micro. Je répète beaucoup avant, bien sûr, parce qu'on parlait de spontanéité, tout ça, bien sûr, elle est importante parce qu'il faut pas la perdre, Bien que sûr. ce soit en studio ou sur scène, mais à un moment donné, il faut aussi beaucoup répéter, remettre sur le métier, refaire les chansons, mais moi, je suis vraiment dans ma bulle. Je suis concentré, je sais que c'est important, le studio, parce que du coup, ça reflète aussi l'album. Il faut aussi que ce soit bien interprété, parce que les gens attendent aussi à ce que ce soit de qualité. Donc, moi, je suis dans mon truc. J'ai pas le sentiment d'être dans une forme de zone, mais d'être vraiment dans quelque chose où je suis vraiment déterminé à réaliser quelque chose de beau et à offrir quelque chose de réussi aux gens, en fait. Je suis plus dans un échange. En fait, j'interprète en studio comme si j'étais en live, comme s'il y avait un public en face de moi. Donc, oui. Ouais. Ouais. Oh, franchement, c'est très très fort. En fait, quand on commence à s'y intéresser, on comprend la difficulté. Ouais. Ah bah oui, On comprend vraiment la difficulté Ah du truc. Et c'est là où tu comprends que, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, avant tes enregistrements, tu fais beaucoup de répètes. ouais, bah oui, oui. Et moi, il y a une phrase qui me parle beaucoup, c'est en anglais, c'est practice makes perfect. Ouais, En fait, ouais. c'est ça, c'est la Ouais, répétition c'est ça. qui Ouais, fera bah ton oui, succès, oui. en fait. Ouais, Tu c'est vois, exactement ça, ouais. c'est ça. Et on parlait du basket avant, Kobe C'est Bryant, ça. enfin bref, Oui. il parle beaucoup de ça, LeBron James aussi. Il- Je sais pas si t'as il- vu, il a sorti son podcast, LeBron James, Ouais, avec bah oui. DJ Redick. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Oui. Apparemment, au premier épisode, Il y en a un deuxième qui est il y a le sorti. deuxième qui est sorti. Ouais. Et tu évoquais Kobe, ils en parlent dans un reportage Redeem Team, tu vois, c'était l'histoire un peu c'était une autre Dream Team, tu vois, parce qu'ils n'arrivaient plus à gagner, battre les Européens. Et à un moment donné, Kobe revient dans l'équipe américaine et lui arrive avec sa discipline. Il arrive tous les matins, 2 heures avant tout le monde, pendant que les autres dorment. Et à la fin, l'équipe américaine est championne olympique. Et tous les joueurs arrivent avec la même discipline, arrivent à 5 heures, ils font de la musculation, ensuite ils s'entraînent au shoot. Tu parlais de répétition, voilà, c'est exactement ça, travailler, répéter ses shoots, répéter ses mots, c'est un peu pareil pour moi. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent justement, moi j'en fais beaucoup, etc. Et on se rend compte que c'est pas trop ça, mais une des seules personnes, je crois, au monde. Attends, je vais la refaire. Dans le sens où, en fait, Kobe Bryant, je pense, c'est une des seules personnes au monde qu'il n'y a personne qui va dire le contraire sur sa discipline. Ah bah oui, discipline. C'est pour ça et quand je dis discipline, je parle pas du sport. Hein, ouais, on parle de Mamba mentalité, c'est vraiment ça, tu vois. Donc c'est sa mentalité qu'il a. C'est ça. C'est-à-dire, toi tu te réveilles, tu prends ton petit déj, lui il est au petit déj, mais avec des glaçons sur les genoux parce qu'il vient de se taper 2 heures d'entraînement déjà, tu vois. Et il va faire les mêmes séances que tout le monde, etc. Enfin, c'est ça. C'est un truc de fou. Et il y a tout le monde, tout le monde du basket, tous ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin, il n'y a personne qui dit le contraire. Il a vraiment la Mamba mentalité. C'est ça. C'est pas du fake, quoi. C'est un bosseur. Il y a bien sûr du talent, mais il y a beaucoup de travail. Oui. Chez Kobe, beaucoup. Toi, tu penses que... Je pense connaître la réponse, mais tu penses que le talent, ça suffit ? Ah bah je sais même pas si c'est une notion qui existe pour moi, le talent. Le talent, je pense que c'est beaucoup de travail, je pense, beaucoup d'écoute du monde qui nous entoure. Et là, je parle au sens de la musique, d'être musicien. C'est beaucoup d'inspiration de ce qui a déjà été fait. Par exemple, quand je vais créer une mélodie, je vais pas la créer comme ça. Je vais créer à partir de quelque chose, d'un accord qui existe déjà, de sonorités qui ont déjà été créées. Je pense que c'est la répétition, c'est le travail, c'est l'écoute, c'est la discipline qui font que tu arrives à un résultat. Si tu te mets pas tous les jours devant ta feuille, il y a rien qui va sortir. À un moment donné, on dit oui, il y a la page blanche, mais si tu fais pas la démarche juste de te mettre devant ta feuille, bien évidemment, il y a rien qui va jaillir. Bien sûr, il y a peut-être de l'inhérence. J'appellerais pas ça du talent, mais il y a, je pense, un attrait. Ouais, voilà, c'est ça, quelque chose qu'on va développer au fur et à mesure avec l'expérience. Donc tout ça, mais je crois pas forcément au talent brut, quoi. Ok.
Moi, j'y crois un peu quand même au Ouais. talent brut. J'y crois un peu quand même au talent brut, mais je crois aussi que le talent a ses limites. Oui, ouais, Tu aussi. peux pas faire du haut niveau juste avec du talent. Non, Moi, bah non. ça, c'est quelque chose que je crois pas du Ah tout. bah non, c'est sûr. Donc, et je crois aussi que le travail surpassera toujours le talent. Ah bah clairement, clairement. C'est vraiment quelque chose en quoi je crois. Ah bah oui. Alors là, je change complètement de truc, mais parce que j'avais vraiment envie de te poser cette question-là. Okay. Ton nom de scène, Mouloudji. Ouais. Est-ce que ça vient de Mouloudji? Ça vient de deux choses. Ça vient de Mouloud Junior, déjà, avec le J, qui est important pour moi. Et ça vient aussi de l'artiste Marcel Mouloudji, que j'admire beaucoup, mais pas que lui, ça vient aussi de toute la veine de ces artistes-là, de la chanson française, qui mettaient l'écriture en fait au centre de leur art, en fait, qui mettaient la poésie, l'écriture. Et c'est pas une forme de nostalgie de dire que c'était mieux avant, en disant que ces gens-là, ils écrivaient mieux que les auteurs d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'auteurs que j'admire aujourd'hui, mais ces artistes-là, ils avaient quelque chose d'assez fort. Je pense à Marcel Mouloudji, je pense à Léo Ferré, je pense à Brel, je pense à des artistes comme Brassens, voilà, enfin toute cette veine d'artistes-là qui avaient vraiment envie de faire des jolis textes. Et c'est pour ça, moi, j'ai plus fait cette référence-là, et c'est aussi mon désir, en fait, d'écrire des jolies chansons. En fait, c'était vraiment ma motivation première, en fait. Parce que je te dis ça pourquoi? Parce que justement, quand j'étais avec mon ami et que je lui parlais de toi, c'est là, en faisant les recherches, en fait, je suis tombé sur le son Amour de Mouloudji. Oui, de Marcel Mouloudji. Et en fait, juste avant de le rejoindre, je m'étais sur le chemin, j'écoutais tes sons. Et du coup, là, j'arrive et puis il passe un peu de temps, puis on tombe sur le son là. Et puis je l'aimais parce que je me dis, tiens, Mouloudji, du coup. Et je tombe sur le son là et je me dis, mais t'aurais pu l'écrire. T'aurais pu l'écrire, le chanter. Enfin, c'est vraiment ton. Enfin, il y a rien qui change entre guillemets comment dire l'ambiance ou même les paroles même. Tu vois, c'est quelque chose vraiment. J'avais l'impression vraiment que c'était toi. Tu vois. Là, je me suis dit que Est-ce que ton nom de scène du coup a été inspiré par. Oui, par lui. Et, je le prends comme un très beau compliment. Merci. Non, mais franchement, je le pense vraiment et parce que. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je vais être complètement honnête. Je savais que j'avais envie de faire l'épisode avec toi, mais je savais pas forcément comment attaquer l'épisode, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un de très... je suis très dans le feeling, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que si j'ai pas le truc, je vais attendre ou je vais peut-être laisser tomber même, tu vois. Et je sais pas ce qui a fait... Si, je sais. J'ai regardé un podcast et je me suis dit, c'est comme ça que je vais l'attaquer, tu vois. Et ça m'a tout de suite fait penser à toi, alors que ça aurait pu me faire penser à quelqu'un d'autre, tu vois. Bien sûr. Et là, quand j'ai su quel angle je pouvais commencer l'épisode avec toi, là, ça a ouvert un boulevard d'idées, etc. Et je suis très content parce que depuis tout à l'heure, on parle comment dire, enfin, j'aime bien la conversation. L'échange, il est intéressant de toute façon. En tout cas, moi, j'espère que vous trouvez l'échange intéressant aussi, mais en tout cas, moi, j'adore l'échange. Et une chose que je voulais te demander aussi, c'est à travers ton album déjà qui est sorti, on le rappelle, fin janvier dernier, donc qui s'appelle On résonnera sans vous. Donc n'hésitez pas à aller le streamer partout. Honnêtement, je suis prêt à dire que vous ne serez pas déçus, qu'importe le type de chanson que vous écoutez d'habitude. Et on pourra même en parler des titres, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu as envie à travers tes chansons, tes projets, qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Une œuvre qui reste, clairement. Que les gens puissent réécouter les chansons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et de se dire que c'est toujours d'actualité. Et c'est vraiment, bien sûr, parfois, il y a des chansons qui collent à l'actualité, mais vraiment, de se dire qu'il avait une jolie plume. Ça me plairait d'entendre ça de moi. Voilà. Ce serait juste ça, et de dire que ces chansons ont marqué une partie de leur vie, quoi. Une certaine reconnaissance, quand même? Pas nécessairement. Là, je pense que j'en suis plus là, je crois, dans mon parcours. Vraiment, moi, l'idée que j'ai, c'est plutôt de faire des grandes scènes, en fait. C'est pas vraiment cette reconnaissance. Là, je cours pas du tout après ça, ni la lumière, non, c'est vraiment je cours après de l'écriture de grandes chansons. Vraiment. C'est ça ma motivation. C'est faire des chansons qui restent.
Pour des personnes qui aimeraient se lancer dans ce milieu, tu aurais des conseils à donner pour... N'y allez pas. Bah, après, c'est dur de donner des conseils, mais vraiment... Alors, pas dans la chanson, mais dans l'écriture. Ah, dans l'écriture. D'abord. Ah, dans l'écriture, c'est vraiment... de se donner vraiment une discipline d'écriture. Je pense que c'est vraiment important. Et de ne pas se limiter à une forme d'écriture, de ne pas se dire je vais écrire des chansons, je vais écrire des romans. Il faut vraiment écrire comme ça vient. Et ensuite, on définit son propre style en se disant voilà, ça va peut-être plus correspondre à l'écriture de chansons, l'écriture de romans, l'écriture de poèmes. Et moi, je vois vraiment, d'écouter sa propre musique d'écriture. J'aime beaucoup ce terme prosodie. Prosodie. Prosodie, ça signifie la musique de la voix. Et je dirais, écoutez vraiment la musique de votre voix, et c'est ça qui va vous guider dans votre écriture, trouver votre propre rythme. De lire beaucoup, parce que l'écriture, ça nourrit, d'être influencé par la vie, par le cinéma, vraiment de se nourrir intellectuellement, de se nourrir culturellement. Et c'est toutes ces choses-là qui font que l'écriture, elle va être riche. Et des personnes, justement, tu parlais tout à l'heure tu l'as pas dit comme ça, mais en gros, tu parlais de la syndrome de la page blanche. Ouais, de la page blanche, ouais. Tu l'as déjà vécu, ça? En fait, je l'ai pas vécu. J'ai décidé de pas écrire pendant une période de 6 mois, en fait. Et ça m'a fait du bien, en fait. Après, de revenir, j'avais encore plus d'envie. Mais j'ai pas connu un manque d'inspiration. Quand j'arrive pas à écrire, je lis. Et quand je lis, j'écris juste derrière. Parce que ça m'inspire, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une bonne manière de contourner le truc. Oui, c'est ça. Jamais, Ouais. Je me dis, quand ça vient pas, je vais peut-être pas forcer à un moment donné. Je suis devant ma feuille, je bouquine, j'écoute des podcasts, je vais me nourrir d'un article de presse et finalement ça va m'inspirer. Par exemple, pour un des titres de mon premier album, L'amour essuie-glace, j'écoutais un podcast où j'entendais un réalisateur canadien parler de la relation amoureuse et lui comparait ça au mouvement d'oscillation des essuie-glaces. Et du coup, j'ai écrit L'amour essuie-glace. C'est un peu bête, c'est Suis-moi, je te fuis. Tu sais, ce mouvement un peu de j'avance, tu recules, voilà. Donc finalement, ça m'a aussi inspiré à l'écriture de cette chanson. Et puis après, moi, je pourrais parler des heures de manière d'écrire mes chansons, mais c'est intéressant aussi de savoir ça. C'est drôle que tu parles de ça. Alors, c'est quoi? Il fait la comparaison entre les relations amoureuses et les essuie-glaces. Voilà, c'est ça le mouvement. Et dans une de tes chansons, alors je suis désolé, je me souviens plus c'est laquelle, mais j'ai noté cette phrase. T'avais dit on se désire à temps partiel. Ouais, c'est dans Piano 3/4 en fait. Ah voilà, je l'ai saigné ce son, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais qu'est-ce que tu entends par là? Ça rejoint les quantités et puis ça rejoint peut-être parfois la fausseté des relations qu'il peut y avoir des fois entre les gens, c'est-à-dire qu'on est avec les gens... La fausseté des relations? Bah oui, des fois on peut être avec des gens pas parce qu'on a envie d'être pleinement avec eux, mais simplement par exemple pour combler un manque ou un vide. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis on se désire à temps partiel. En fait, on n'aime pas pleinement. En fait, on aime juste à mi-temps. Voilà. Moi, je voyais ça comme ça. D'accord. Et voilà. Et les relations, elles existent à temps plein. Heureusement que ça existe des relations qui sont remplies. Mais c'est vrai que dans notre société aujourd'hui, on est plus enclin justement à de la consommation. Tu vois vraiment. Sur les applis de rencontres sont faites comme ça. Tu vois, on consomme, on s'en va. Enfin voilà. On n'instaure plus vraiment des relations qui sont durables. Et à ton avis, pourquoi? Le trop-plein. Le trop-plein? Le trop-plein, les réseaux sociaux, enfin voilà, tout ça, quoi. Tout ça fait que plein de choses nous dispersent, quoi. En fait. Pour toi, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est un peu des deux, en fait. Je veux pas faire le vieux réac en disant, voilà, la société, elle évolue. Et puis, des fois, les gens sont pas forcément bien dans une relation. Et maintenant, ils arrivent plus facilement à s'en aller. Donc, au final, c'est un équilibre en fait qui se trouve. Voilà. Toi, quand tu es dans une relation et que c'est un peu à temps partiel, tu es du genre à être courageux et à t'en aller, ou tu es du genre à laisser le truc mourir et à essayer de résister et à relancer en fait, et à remettre de l'amour dedans. Ouais. D'accord, plutôt. Tu es du genre à penser que la flamme ne s'éteint jamais? Ah bah si, parce que j'ai des relations qui se sont arrêtées avant, tu vois, mais je pense que tu le sens, ces choses-là en fait. Moi je sais que quand il y a plus d'amour, je m'en vais. Je vais pas rester indéfiniment.
je vais pas faire semblant, tu vois. Mais quand je sens qu'il y a encore des braises, et ben dans ces cas-là, j'essaye de souffler dessus. D'accord, ok. Ah, c'est très courageux ça, je trouve, de se battre. Bah même, ouais, je pense, ouais, il faut. Quand ça vaut la peine, je pense que oui, il faut se battre. Ouais. J'ai vu cette phrase d'une personne, je crois que c'était un acteur américain qui était très connu à l'époque, et il disait que une des choses, je sais pas, je connais pas trop le contexte de l'interview, mais c'était juste un passage, et il disait que une des grandes leçons qu'il a eues dans sa vie, c'est que comment je l'ai écrit, comment est-ce qu'il a dit ça, c'est que il s'est rendu compte que une des plus grosses leçons, c'est que la personne qu'on aime le plus la plupart du temps, en fait, peut devenir la pire personne avec qui on pouvait. Oui, celle qu'on déteste le plus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est de dire quelque part, il n'y a qu'un cheveu, un fil entre le sentiment d'amour et de haine. Voilà, je pense que c'est ça que je comprends, en tout cas, oui, pour une première lecture de cette citation. Ouais, carrément. Quand il a dit ça, ouais, ça m'avait marqué parce que en soi, c'est vrai, entre l'amour et la haine, en fait, il y a presque rien qui voit. Il y a un cheveu qui sépare. Il y a qu'un fil, alors que c'est quand même deux sentiments complètement différents. Ouais. C'est des extrémités exactement, qui sont très éloignées, deux sentiments qui sont très éloignés l'un de l'autre, et pour autant, ils sont tout aussi proches. Ouais, il y a aussi cette proximité-là. Ouais, c'est ça qui m'a... Ouais, parfois, je pars un peu loin. Non, t'inquiète. Mais je me suis dit, c'est quand même drôle de parler de deux sentiments qui n'ont rien à voir, mais qui en même temps sont aussi proches. Qui se rapprochent au final. Ouais. Bref, on revient un peu au sujet principal. Aujourd'hui, tu dirais que qu'est-ce qui te motive le plus aujourd'hui à continuer encore ? L'envie, déjà, elle est toujours présente. Et puis de sentir que je capte un public de plus en plus large, de plus en plus différent, que les scènes se remplissent. J'ai l'impression de trouver ma place, en fait, de plus en plus. Et ma plus grande motivation, ce serait de faire une grande scène à Paris. T'as une scène en tête ? Ouais, bah oui, l'Olympia. Oui, clairement. Ouais. Clairement. Okay. Tu penses qu'un jour, tu l'as visualisé ? Je l'ai visualisé, peut-être que ce sera juste une première partie de quelqu'un, et peut-être qu'un jour j'aurai cette immense chance de pouvoir faire cette scène, mais ça prend des années. Ouais, bien sûr. Que ce soit là ou que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, je sais que ce sera mon but, comme un joueur de foot rêve aussi peut-être de jouer à Wembley ou tu vois, dans un autre stade prestigieux, voilà quoi. Donc, j'avais ma question en tête, elle est partie. Mais du coup, l'Olympia et j'avais une question que je voulais absolument te demander. Parce que c'est une salle mythique en fait, voilà. Pour quelqu'un en plus qui parce que moi je suis né à Paris, je suis un pur Parisien, je suis né dans le 18e, donc l'Olympia, boulevard des Capucines, j'y passais assez souvent. Ouais. On voyait on a tous envie d'avoir nos lettres qui scintillent, sur le devant de l'Olympia, quoi. Parce que ça, en ayant, et imaginons du coup un jour tu réalises ce rêve, qu'est-ce que tu attends en réalisant ce rêve ? C'est un peu bizarre comme question, hein, mais c'est quoi le sentiment que tu as envie de ressentir ? Une fierté, un accomplissement aussi des années d'écriture, parce que j'écris quand même depuis 25 ans, donc c'est assez énorme, tu vois, tout ce travail-là, de me dire que c'est une forme de concrétisation un peu de toutes ces années d'écriture, de scène, cette répétition, ce travail, d'être parti presque de rien et d'arriver jusque-là. Je pense que surtout quand on vient d'un statut social peu élevé, donc voilà, de se dire une forme aussi de revanche sociale aussi quelque part, tu vois. Donc je le vois aussi comme ça. D'accord. Ouais. Et j'ai retrouvé ma question. Toi, aujourd'hui, si je me trompe pas, tu es un artiste indépendant. Oui, c'est ça. Ouais. Et j'en ai parlé de ça justement avec Loboel. Et toi, quelle est ta vision sur ça ? C'est une volonté ? C'est un choix ? J'ai zéro contrainte. Je sors des projets quand j'ai envie. Il n'y a personne qui me donne de direction artistique. On me dit pas qu'il faut sortir un single tous les mois parce que les plateformes ont envie qu'on sorte des sons tous les mois ou tous les 6 mois. Donc je réalise des projets aboutis dont je suis fier. Et j'ai zéro pression. Je fais les choses comme moi, je les ressens.
Voilà, j'ai une direction envie d'avoir artistique. ta liberté. Oui, voilà, c'est le mot en fait, c'est ça. C'est vraiment une liberté artistique totale, totale sur les projets que j'aurais pas forcément en ayant des contraintes, en étant signé en maison de disque. Bien sûr, ce serait plus simple parce que je serais distribué, je passerais plus à la radio, il y aurait sans doute d'autres avantages. Mais est-ce que j'aurais sorti ces projets tels quels? Je suis pas sûr. Après, il y a des gens qui sont en maison de disque qui restent quand même eux-mêmes et qui ont entre guillemets un semblant de liberté quand même, tu vois. Après, la plupart des gens qui sont directeurs artistiques, franchement, ils connaissent pas grand-chose à la musique. Pour en avoir côtoyé, franchement, j'ai pas forcément confiance en ces gens-là et je préfère m'adresser à des gens qui connaissent vraiment la musique et qui ont pas fait, qui connaissent leur sujet, quoi. Parce qu'en fait, moi, des fois, je trouve que c'est un peu dommage, justement, pour des artistes comme toi, qui, je trouve que tu es vraiment un très bon chanteur, mais je trouve aussi qu'il y a... Alors, pas que ça soit mal interprété, mais il y a trop peu de personnes qui te connaissent, tu vois. Ouais, bah oui. Et alors que si on t'écoutait plus, alors je pense pas que tu es le style de passer sur Skyrock, mais il y a plein de radios. Il y a plein de radios où on pourrait passer, qui te correspond, tu vois. Et le fait d'être en maison de disque, tu vois, t'aurais quelqu'un qui, son job serait de te faire passer dans ces... et puis t'as plus de chances de passer sur ces radios majeures. Voilà. Ou même de balancer tes sons dans des playlists sur Spotify ou des choses comme ça, tu vois, pour augmenter les écoutes et tout. Ouais. Donc c'est en ça que des fois je trouve que c'est dommage parce que je pense que il y a des gens qui aimeraient ta musique mais qui ne te connaissent pas, quoi. Oui, bien sûr. Mais après, tu fais quand même pas mal de choses. T'es sur France 3, t'as fait de la télé, t'as dit, etc. Ouais, donc, mais justement, comment est-ce que tu arrives à... les mails, voilà. En fait, tu n'es pas que artiste, c'est-à-dire que tu fais de la com. En fait, j'en fais beaucoup, donc il faut parler de ta musique sur les réseaux sociaux. C'est pas la chose que je préfère. Faut envoyer des mails pendant des heures, avoir une réponse sur 50 mails envoyés. Faut téléphoner, faut étendre son réseau. Voilà, je commence à avoir un petit réseau. Je connais quelques journalistes, je les relance. À chaque fois, ils apprécient mes projets. Donc c'est super, c'est super. Donc c'est un travail qui sort de la musique, mais pour moi qui fait partie aujourd'hui intégrante du travail d'un artiste. C'est-à-dire qu'il faut savoir parler de soi, il faut savoir parler de soi, se revendiquer, partager des choses sur les réseaux sociaux et puis relancer, insister, faire de la pub, faire de la promo. C'est épuisant, mais c'est nécessaire. Tu dirais que le métier d'artiste ou de chanteur a changé ? Ah oui. Ouais. Ah il a totalement changé, bien sûr. On s'adapte. C'est plus facile d'éclore avec Internet, avec YouTube, avec les réseaux sociaux, avec les plateformes. Mais en même temps, ça a aussi sa contrepartie, c'est qu'on n'a pas forcément des projets aboutis et de bonne qualité à chaque fois. Donc, qu'est-ce que ça te fait parfois quand tu... voilà, je suis en roue libre. Mais qu'est-ce que ça te fait parfois quand tu vois des... je sais pas pourquoi je pensais à lui, là. Ouais. Tu sais, l'Espagnol là, qui a sorti un son sur TikTok, No Estas, je sais pas quoi, là. Ça me parle pas du tout, ouais. C'est un mec, il a explosé sur Internet et on l'écoute... On l'écoute dans le monde entier, tu vois. Ouais. Et en fait, il a mis un son sur TikTok et puis ça a explosé, quoi, tu vois. Comment est-ce que tu vois les... Est-ce qu'il y a quand même une petite pointe de jalousie où tu te dis, il a réussi là où j'ai pas réussi ou... Moi, je suis pas dans de la jalousie pure, mais de me dire que parfois, certaines chansons qu'on va écouter à la radio ou qu'on va voir qui vont émerger, elles sont pas forcément de bonne qualité. Et voilà, c'est ça. Et c'est pas de l'envie, c'est de me dire que finalement, si on me mettait sur le même plan, et ma musique pourrait plaire. En fait, c'est ça, en fait, à un plus grand nombre. Mais j'en suis sûr. C'est pas de se dire de manière très arrogante, en se disant voilà, ce que je fais, c'est mieux que les autres, mais de dire que ma musique pourrait plaire à plus de gens. Et je suis pas dans ce rapport de me dire t'as percé, t'as fait 50 000 vues, tant mieux pour toi. Franchement, bravo frérot. Franchement, voilà. T'es arrivé au bon moment. Des fois, c'est des questions de timing. Ouais. Des fois, le son, il va arriver à un moment peut-être trop tôt ou trop tard. On sait jamais comment ça marche. Non, puis peut-être que c'est la bonne personne qui va l'écouter, qui va faire en sorte de... c'est ça aussi. Il faut qu'elle soit aussi entre des bonnes mains. Des fois, je vais mettre une vidéo, elle va faire 1000 vues. Je vais la mettre... je vais en mettre une autre 3 jours plus tard, elle va faire 6000 vues. Et des choses ne s'expliquent pas alors que c'est la même chanson, tu vois. Donc, finalement, tu sais pas comment ça marche, quoi.
un algorithme, quoi. Donc, Non, voilà. mais ce que tu disais, je trouve que t'es vraiment dans le vrai, parce que je pense vraiment que si on te mettait sur le même plan que beaucoup d'artistes, je pense que tes chansons plairaient beaucoup, parce qu'en soi, dans tes chansons, il y a du slam, mais moi, je vois ça vraiment comme de la variété, tu vois. Bah, c'est De la exactement ça. variété Ouais, française. c'est ce que je veux de la dire. chanson. Exactement. Ouais, ouais. Et en soi, de la variété, il y a beaucoup de gens en consomment quand même, tu vois. Ouais, Et je trouve que oui, t'es oui. vraiment dans ça. Et ouais, c'est pour ça. En fait, depuis que je fais des podcasts, bah, du coup, j'ai la chance de rencontrer pas mal de gens. Et en fait, j'ai découvert un monde, mais que je connaissais Ouais, pas du ok. tout. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui font des projets, etc. Et en fait, tu te dis, mais ouah, comment ça se fait que des gens comme ça, qui ont beaucoup de talent, Ouais, qui sont ouais. qui ont beaucoup de détermination, comment ça se fait que c'est pas eux qu'on les écoute, tu vois. Et après, voilà, c'est comme ça, hein, Ouais, ouais. mais Bah, peut-être que ça prend plus de temps, en fait. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, finalement, cet aspect-là, il va prendre plus de temps que si j'étais dans une maison de disques ou si j'étais tu vois, le fils de Gainsbourg, tu vois. Donc, il y a ce côté-là aussi, tu vois. Il y a du réseau aussi, et peu importe ton talent, tu vois. C'est juste que des fois, et c'est ce que tu disais aussi, très justement, il faut être entre les bonnes oreilles aussi. Des gens qui vont t'écouter, qui vont te permettre d'émerger et de ressortir de la masse. Il y a tellement de monde qui fait de la musique. Franchement, Ouais. c'est trop. À un moment donné, on est dans une surcharge cognitive, c'est trop. Il y a trop de gens. Il y a trop de gens. Tu parlais de Gainsbourg, t'as fait un son avec Alain Gainsbourg. Non, j'ai fait un titre qui s'appelle Allen Ginsberg. Ah, Ginsberg, Allen ok, Ginsberg, c'est un d'accord, ok. auteur de la Beat Generation. D'accord. J'ai fait un titre sur Gainsbourg, sur le premier album qui s'appelle Rue de Verneuil, qui était son dernier appartement. D'accord, Voilà, ok. que je te conseille d'écouter. Ah bah Voilà. j'irai écouter. Là, c'est sur le premier projet. Je crois que c'est le dernier titre, Ok. d'ailleurs. Je termine l'album par celui-ci, d'ailleurs. D'accord. Bon, vous voyez, je suis honnête, hein, quand j'ai pas écouté un son, Ah, mais c'est bien, c'est je bien. le dis, mais du coup, j'irai voir. Ouais. Ouais, bah, j'ai dû lire vite, j'ai cru que t'avais fait un truc avec Gainsbourg, et comme je connais pas trop, je me suis dit, tiens, c'est son fils, ou je sais pas. Ok, bah, déjà, encore merci, hein, pour cette conversation. C'est vraiment. Le temps file. Et ouais, le temps file chouette. vraiment. Donc, de Voilà. toute façon, on arrive sur la fin. Une chose que je voulais te demander, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton plus gros échec dans la vie, que ce soit musical ou en dehors? Je sais pas, j'ai pas. Je ressens pas vraiment ce mot-là. C'est pas un mot qui m'a traversé. J'ai plus vu des épreuves comme des ralentissements à là où je voulais être, mais j'ai pas le sentiment d'avoir vécu de gros échecs parce que je me mets pas de pression, en fait. Dès que j'arrive pas à faire quelque chose, et ben j'essaye de me dire je vais le refaire un peu plus tard. On en revient à la citation du début, on a toute la vie pour réussir. Et je me suis jamais dit c'est un échec parce que l'album n'a pas fait autant de streams que je le souhaitais. Je me suis dit c'est pas maintenant, mais ce sera plus tard. Et j'ai pas en tête peut-être plus au niveau scolaire. Pas dans la musique, mais de me dire j'aurais aimé faire des grandes écoles. Ah ouais? Ouais, aller à Sciences Po et tout, mais il n'y avait pas encore les passerelles à l'époque. Nous, on savait pas qu'on pouvait faire les grandes écoles. C'est plus ça, en fait. De me dire que j'aurais souhaité faire de grandes études, c'est plus ça, en fait. C'est ouais, au niveau scolaire. D'accord. Voilà, si on entend l'échec de pas réussir à être là où on veut être, j'aurais aimé faire des grandes études. Après, je me suis rattrapé de manière autodidacte, mais c'est vrai que j'aurais aimé faire des grandes écoles, apprendre plein de choses, et voilà. Faire Sciences Po, voilà. Je vois. Ok. Alors moi, c'était pas du tout Sciences Po. Non, mais voilà, c'était le rêve d'un mec de quartier, tu vois. J'habitais en région parisienne, tu vois, dans un quartier, j'ai fait le conservatoire, c'est déjà super. Voilà, donc... Ah non, mais c'est fort. Après, moi, je connais des mecs de quartier qui voulaient pas du tout. Ouais. D'accord. Et en fait, cette question-là, c'était plus une épreuve peut-être l'épreuve qui t'a donné le plus de leçons où t'en as tiré le plus de leçons. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est les refus, tu vois, par mail, ou c'est ce que je disais tout à l'heure sur le programmateur radio qui voulait pas me diffuser. Voilà. Donc c'est plus... ça a été des moteurs. Moi, j'ai transformé ces échecs en moteurs, ou ces refus en moteurs. Voilà, en fait, c'est là où je voulais en venir, dans le sens où
Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Les Vertus de l'échec. Et en fait, je sais pas si tu connais. Non, même de nom, non, je connais pas du tout. C'est un très très bon livre et en fait, ça te fait vraiment pas relativiser, mais voir en fait, ça te change ta perception des choses dans le sens où en fait, tu comprends que c'est les échecs qui vont te faire avancer. Donc en fait, quand il y a un échec qui arrive, bah tu le vois plus comme la fin du monde, par exemple. Tu le vois comme ok, j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas marché, mais je sais pourquoi ça n'a pas marché. Je vais essayer d'une autre manière. Oui, t'en tires des leçons. Voilà, t'en tires des leçons. Alors que parfois, il nous arrive des échecs où il y a des personnes qui subissent des échecs et elles arrêtent complètement les projets qu'ils entreprenaient, tu vois. C'est Usain Bolt, je le dis plusieurs fois, désolé, mais c'est Usain Bolt qui disait qu'il s'est entraîné 4 ans pour courir 9 secondes 50. 58 pour les puristes. Mais 9 secondes 50. Et il y a des gens, ils essayent quelque chose en un mois, ça ne marche pas, et ils s'arrêtent. Tu vois. Et je trouve que c'est vraiment... pour moi, ça veut tout dire, en fait. C'est quand tu vois les gens qui réussissent, quand tu les vois, tu vois seulement le top de l'iceberg. Tu vois vraiment l'essence même de ce pourquoi ils se sont entraînés, ce pourquoi ils ont cravaché toutes ces années. Tu vois vraiment l'essence même de ça. C'est toute cette partie qu'on voit pas. Je te parlais des répétitions, des heures et des heures à passer à écrire, ou des heures à faire des shoots, tu vois, comme Kobe ou Michael Jordan, ou comme LeBron, tu vois, ou comme Steph Curry. On voit le résultat. C'est le meilleur shooter de l'histoire, tu vois. Donc, au final, la répétition, le fait de se dire, on apprend de ses échecs aussi, tu vois. Donc, il y a tout cet aspect-là. Tu parlais de résilience tout à l'heure, bien sûr que c'est important, mais des fois, après, je peux comprendre des gens qui s'arrêtent aussi. Donc, bien sûr. On n'a pas tous, des fois, cette force de caractère et de se dire, on va continuer. Tu vois, il y a très peu d'élus, il y a très peu de gens qui arrivent au haut niveau en sport. Il y a combien d'Eric Rose et il y a combien de gens qui vont finir tu vois, à jouer en national au basket. Donc, tu vois, donc c'est finalement... T'as parlé de petit aparté, je suis désolé. Pour toi, Steph Curry ou Larry Bird? C'est super dur parce que moi en fait, j'étais entre les deux. Ah ouais? Moi, je suis de la génération Jordan, tu vois, Clyde Drexler. Après, tu vois, il y a toute cette partie des joueurs qui sont arrivés, Penny Hardaway, Vince Carter. Je dirais Steph Curry. Ah ouais, franchement, parce qu'il a révolutionné le shooter. Et c'était dès le début, quoi. Il a amené presque, tu vois, une nouvelle manière d'aborder pour les jeunes basketteurs. Larry Bird, c'est une légende, bien sûr. Parce que c'est vrai que limite avant, ceux qui shootaient à 3 points, ils étaient pas très bien vus entre guillemets. C'était les pivots quand tu regardes les drafts. Qu'est-ce qui est drafté en premier dans les drafts des années 80? C'est Hakeem Olajuwon, c'est Patrick Ewing, c'est David Robinson, c'est Tim Duncan, c'est que des pivots. Michael Jordan, il a été drafté à la 3e ou à la 4e place. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était vraiment les pivots. Maintenant, là on a un ovni là avec Victor. Il est incroyable. Tu vois, là j'ai vu sa dernière perf, il a planté 40 points. 40 points. Abusé. Et 23 rebonds, je crois, quelque chose comme ça. 20 rebonds, mais tu vois, il fait 7 passes. Et puis là, il a un impact défensif. Tu vois, les joueurs, quand ils le voient en défense, et ça change. Mais là, dans la raquette, il a une aura, une vraie aura, dans le sens où juste sa présence a un impact sur. Mais j'ai vu ça la dernière fois. Il y avait 3 joueurs, ils n'ont pas osé shooter parce que juste il était là, tu vois. C'est l'impact de ce qui va être. Là, on s'imagine même pas parce que là, on se dit c'est sa pire version. C'est sa saison de rookie, tu vois. Exactement. C'est ça. Mais il a 20 ans, il tourne à Il tourne à 21 points de moyenne. C'est le meilleur contreur de la ligue. Il va être, je pense, Rookie of the Year. Ça, on en est sûr, devant Chet. Et aussi, il va être, je pense, dans le top défensif dans cette équipe-là. Il sera pas défenseur de l'année parce que ce sera son Rudy Gobert, je pense, cette année. Tu penses qu'il oui, je pense. Avec ses résultats, avec les résultats des Wolves, je pense ce sera soit lui, soit AD. Antonio Davis, je pense. Ce sera un des deux. Okay. Ouais. Mais Victor, c'est en fait, moi, ce que je trouve, désolé encore une fois à aparté, mais c'est vraiment intéressant. En plus, je suis dans le sport, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il
il y en a pas deux comme lui. Non, Il est non, vraiment non. seul. Il a un profil vraiment atypique. Bah, ouais. Il est très grand. Ouais. Il a des bras qui mesurent 3 mètres. Ses jambes, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais il arrive à faire des choses avec son corps qui. T'es pas capable de faire ça normalement, tu vois. Bah, déjà, on avait un aperçu avec Kevin Durant, parce que déjà, il est un peu moins grand, mais lui, il est encore plus grand. Et il manie la balle presque comme un meneur, quoi. Je veux dire, il a des skills incroyables. Il shoot à 3 points. Enfin, voilà, quoi. Ouais, des shoots à 3 points. Tu fais pas ça normalement. T'as l'impression que c'est un Giannis, mais encore plus skillé, tu vois. Un peu dans le style, quoi. Ah, ouais. Ok. J'essaie de. Et le côté un peu longiligne, avec des grands bras. Giannis aussi, il shoot à 3 points. C'est un bon défenseur. Mais tout le monde commence à shooter à 3 points maintenant. Et ça, c'est l'effet Curry, tu vois. Ah, bah voilà. Ça, je suis d'accord pour dire que c'est l'effet Curry. Il a révolutionné son sport, comme Jordan avait révolutionné son sport. Bien sûr. Ou comme, tu vois, d'autres athlètes. Carl Lewis a révolutionné le 100 mètres, tu vois. Donc, oui, c'est vrai. Ouais, après, j'ai du mal quand même à. Enfin, on ne sait pas quand on le met de côté, mais je le mets quand même. Je le mets à côté. Enfin. Moi, je mets Steph Curry à côté de Larry Bird. Je mets pas Larry Bird à côté de Steph Curry. Tu les mets à la même table. Bien sûr. Bah oui. Juste pour le fun, ton 5 de tous les temps. En shooter ou tout court? Tout court. Tout court. En meneur, je vais mettre Magic. Je suis obligé. Désolé, Steph Curry. Ensuite, Sa Majesté, Michael. En pivot, je mettrais Karim Abdul-Jabbar, bien sûr. Je mets LeBron. Obligé, je mets LeBron. Et je mets Tim Duncan. Ah, Tim Duncan. Je mets Tim. Ah, obligé. Je mets. Du coup, tu mets pas Curry? En meneur, non, je mets Magic. Impressionnant. Ouais. Toi, t'es un peu dans le débat LeBron ou Jordan ou pas, toi? Ah bah, je suis pas forcément dans le débat parce que c'est compliqué de comparer des époques totalement différentes. C'est vraiment compliqué. Mais le bonhomme et le sportif complet, et puis sur sa longévité, parce que ça fait quand même 21 ans qu'il est au plus haut niveau. Là, il tourne à 25 points de moyenne. Franchement, il est incroyable. Moi, je préfère le côté engagé, l'humain. Je préfère LeBron 100 fois. Après Jordan, c'est un martien, c'est un extraterrestre. Il a fait 6 finales NBA, il en a remporté 6. C'est le GOAT, on est d'accord. Mais pour moi, le joueur le plus complet, c'est le King. C'est LeBron. Je préfère le bonhomme. Je sais pas. C'est un tout. Et je sais quand lui il va arrêter, parce que ça va arriver dans un an ou deux. Bien sûr, ça va manquer. On va tous regarder Victor, les nouveaux joueurs qui vont arriver. Mais LeBron, pour moi, c'est celui qui a la plus belle carrière de basketteur. Il a fait 11 finales NBA, tu vois, ou 10, il en a perdu 7, tu vois. Il en a fait 10, si je dis pas de bêtises. Il en a perdu 7, ce qui est énorme, mais il en a gagné 4, tu vois, donc voilà. Là où je trouve que pareil, je suis comme toi, c'est compliqué de comparer de différentes époques, c'est pas du tout le style de jeu n'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, même les profils de joueurs ça n'a rien à voir, donc c'est compliqué de comparer. Mais là où et moi Michael Jordan, c'est vraiment c'est un peu comme pour moi Michael Jackson, tu vois, j'ai du mal à mais c'est la référence. Mais voilà, c'est la référence, mais je suis d'accord pour dire aussi que LeBron, en fait, ce que j'aime bien chez lui, c'est les risques qu'il est prêt à prendre. Tu vois, il a quitté Miami. Tu vois, en fait, dans chaque équipe où il a été, il y va parce qu'il y a un challenge. Il y a un challenge. Alors qu'il pourrait faire comme, du coup, pour le coup, Michael Jordan, rester dans son équipe et faire venir, tu vois, les meilleurs de chaque coin et se constituer vraiment la Dream Team, tu vois. Alors que LeBron, il n'a pas peur. Quand il est parti aux Lakers, il a gagné un titre dans chaque équipe où il a été. Exactement, tu vois. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent prétendre ça, tu vois. Donc voilà. Dernière question. On arrive à la fin. Ok. Enfin, j'en ai deux des dernières questions, en fait. Je voulais te demander quelle est la chose la plus courageuse que tu aies dite dans ta vie. La chose la plus courageuse... c'est super dur comme question. Je pense que c'est plus remettre des gens à leur place, en fait. Ouais, au quotidien, en fait, sur des mots qui peuvent dériver, des choses que mes valeurs m'empêchent d'accepter. C'est plus une continuité, en fait, d'être en accord avec soi,
et d'être. Pour moi, c'est plus ça le courage. C'est pas sur un événement précis. C'est plus, oui, d'être ce qu'on est au quotidien, de pas laisser certaines choses s'installer, d'avoir des valeurs. Enfin, c'est plus ça pour moi. Là aujourd'hui dans la société, d'avoir du courage, ce serait plus ça. Ok. Cette fois-ci, dernière question. Ok. Yes. Si on te donne une boîte avec tout ce que tu as perdu dans la vie, et on te dit, tu as le droit de récupérer une chose dedans, qu'est-ce que ça serait? C'est que des objets, hein, c'est ça. Ce que tu veux. Ce que avec tout, en fait, c'est une boîte où il y a tout ce que tu as perdu dans la vie. C'est quoi la première chose que tu irais reprendre du coup? Je pense que c'est un bloc-notes de mon père qui est décédé. Et je pense que je m'en servirais pour écrire un nouveau projet, mettre plein de trucs à l'intérieur. Je pense à ça. Parce que ton père, il était chanteur aussi ou... Il faisait de l'harmonica, il était batteur, il dessinait. Mon père, franchement, artiste, quoi. C'était Chagall. Vraiment, vraiment, c'était Chagall. Et je prendrais ça, je prendrais le carnet de mon père et je prendrais la voix de ma mère aussi. C'est vraiment les deux choses que je prendrais avec moi. Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. Bon, normalement, c'est une chose, mais je suis prêt à faire une exception. Voilà, deux choses, voilà, c'est ça. Voilà. Mouloudji, j'ai été très content de faire cet épisode avec toi. Et franchement, pareillement. C'était riche. Je suis même prêt à dire que c'est une très belle rencontre. Okay. Honnêtement, ça se voit que tu es une bonne personne, tu es passionné par ce que tu fais et j'espère que ça va se ressentir dans l'épisode. En tout cas, et j'espère que les personnes, tes fans, les personnes qui te suivent au quotidien, de près ou même de loin, ont appris des choses. C'était riche, ce que je disais. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, et j'espère que ça n'a pas trop dérangé les gens, qu'on est un peu dérivé, on a parlé de sport ou d'autres choses, mais c'est vraiment ce que moi j'essaie d'instaurer, tu vois, c'est-à-dire... c'est une conversation, tu vois. Je suis pas journaliste, donc je pose des questions, mais voilà, c'est... moi, dès que je parle d'autres choses, de sport, de basket, moi, voilà, ça me va peut partir très bien. Très loin. Oui. Donc voilà, encore merci. Et puis voilà, je sais pas si toi, tu as une dernière question ou une dernière chose que tu as envie de dire. Merci de m'avoir reçu dans ton émission. C'était chouette de parler avec toi et tout. De tous ces sujets-là, en tout cas. Merci. Merci pour tout. Je te remercie beaucoup. Et puis, en tout cas, encore une fois, si vous avez aimé l'épisode ou même des épisodes antérieurs, n'hésitez pas à me faire un retour. Si vous avez aimé le rendu, n'hésitez pas à faire de retour également à Mouloudji. En tout cas, vous pouvez aller le suivre sur Instagram, Facebook. C'est ça, sur Facebook. Twitter, même TikTok. Je te laisse faire ta promo. Donc Mouloud-J, et puis tous mes albums sont disponibles sur toutes les plateformes. Voilà, le dernier, On résonnera sans vous. Et j'ai besoin de vous pour que ça résonne davantage. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le soutenir, c'est vraiment important parce que honnêtement, je trouve que t'es un très bon chanteur, t'es un très très bon chanteur et même les messages que tu véhicules dans tes projets, je trouve que c'est des belles valeurs et voilà, on a besoin de gens qui entreprennent des projets comme toi et je trouve que c'est cool que tu sois à Nancy en plus, donc c'est bien. Voilà, et encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner aux Zikwa Show. De toute façon, c'est Zikwa Show partout, sur Insta, pas sur Facebook, j'y suis pas malheureusement. Insta, TikTok, n'hésitez pas à me faire de retour. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube également, laissez des commentaires, etc. Donc voilà. Et écoutez, sans plus attendre, je vous dis au prochain épisode. Ciao. Tout bon?